Alors que le supporter numéro 1 du maintien de Renault F1, Luca De Meo, claque la porte du constructeur, quel avenir pour Alpine? Son successeur sera-t-il F1 compatible? Gros plan également sur l'écurie Cadillac qui va s'aligner en F1 en 2026. Ambition XXL, gros budget, conception du châssis à terme du moteur. Paris gagnant ou mirage américain. Rencontre également avec Lionel Froissart, figure historique du journalisme F1. Quels sont ses plus beaux souvenirs, ses regrets? Débat. Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver pour On refait la F1, votre émission hebdomadaire sur l'actualité de la Formule 1 F1, désormais chaque lundi. Merci pour votre fidélité, n'hésitez pas à nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne YouTube, c'est important, et à liker la vidéo s'il vous plaît. Je vous rappelle que nous sommes également disponibles en version podcast audio sur Apple Podcasts, Spotify et Deezer, avec comme fanat du paddock cette semaine en duplex un invité spécial en remplacement de notre team principal, Éric Bouillet, un des journalistes français de référence en France en matière de sport auto. Il a couvert les plus belles années de la F1 pour Libé notamment, et aujourd'hui pour Sport Auto. Bonjour Yann Froissart, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous, bonjour à tout le monde. Alors, je suis particulièrement heureux de vous recevoir. Je me souviens d'avoir pris l'habitude de regarder le Grand Prix de Monaco sur TMC parce c'était vos commentaires en lieu et place de ceux de TF1 à l'époque. Et puis je dévorais votre blog, à l'époque ça s'appelait Bord de piste. Je suis un peu orphelin de Bord de piste, il faut que ça revienne, Lionel. Alors, votre actu, Lionel, votre actu, Lionel, c'est votre dernier ouvrage, L'icône immolée aux éditions En Exergue, consacré à Ayrton Senna. C'est un roman, en quelques mots, Lionel, où vous imaginez retracer la veille de la mort de Senna à Imola, c'est ça? Oui, le principe de la collection Une nuit d'avance, c'est de partir d'un événement sportif qui a marqué les esprits et de s'imaginer ce qui se passe, comme le nom l'indique, la nuit d'avant. Et dans le cas d'Ayrton Senna, c'est particulièrement frappant puisque malheureusement, la veille, il y avait déjà eu l'accident de Ratzenberger, puis celui de Barrichello le vendredi. Donc il y avait une espèce de montée dans la dramaturgie. Et je me suis aperçu en réfléchissant à comment pouvait s'articuler ce livre, qu'à Imola, il s'est passé énormément de choses dans la carrière d'Ayrton. Depuis le tout début, depuis 84 jusqu'à ce 1er mai 94. Et donc le fil rouge, c'est vraiment Imola qui permet de reparler de tas de choses qui ont marqué en fait la Formule 1. Bon, évidemment, on se souvient du duel Villeneuve-Pironi qui allait déboucher le 8 mai 82 sur un drame, puisque Gilles Villeneuve, qui n'avait rien pardonné à Pironi, allait se tuer en faisant un petit peu trop aux essais. Et bon, il y a plein de petites choses comme ça qui sont revenues, et je vous dis, c'est en l'écrivant en fait que je me suis aperçu que beaucoup de choses vraiment se sont passées à Imola et qui ont influencé d'une façon ou d'une autre la carrière d'Ayrton. Vous retrouverez le lien pour commander le bouquin dans la description de la vidéo, juste en dessous de la vidéo. Alors, regarde, à vos côtés cette semaine, Lionel, elle garde toujours le sourire, même lorsque Max Verstappen n'est pas champion du monde, mais c'est pas fini cette année. Miss DRS Queen, alias Justine Pélisson. Bonjour Justine. Bonjour Olivier, bonjour à tous. À ses côtés, le sang coule, sang alpine, bleu, blanc, rouge, coule dans ses veines. Monsieur Guillaume Pommier, salut Guillaume. Bonjour Olivier, bonjour à tous. En plateau... transfusion s'impose très rapidement. Lionel, si on commence déjà à vanner, ça va pas. Du sang Red Bull. En plateau également, il reste le fan de l'élu, alias Lewis Hamilton, l'élu de Ferrari, mais il continue à supporter son écurie de cœur Mercedes. Laurent Pantanal, salut Laurent. Bonjour tout le monde. Autre transfusion nécessaire, surtout qu'il s'habille rouge sang, lui, le gardien de l'église Ferrari, Alain Didica, alias Don Camille. Bonjour Alain. Buongiorno a tutti. Et quant à moi, je demeure le sponsor, le supporter numéro 1. Le dernier. Celui qui n'aura jamais besoin de transfusion parce qu'il sera en F1 jusqu'à 80 ans, le plus grand, le plus beau, Fernando Alonso, bien sûr. Un mot, les amis, au sujet de notre sponsor de cette émission. Il s'agit bien sûr de Winamax. Le site de paris en ligne Winamax offre à tous les nouveaux joueurs 2 bonus de bienvenue exceptionnels pour parier. Pour découvrir vos avantages, rendez-vous en fin d'émission dans la rubrique pronostic ou encore dans la description de la vidéo. Je vous rappelle que les jeux d'argent sont strictement interdits aux mineurs. Et je vous rappelle également que c'est un jeu et qui ne permet pas de s'enrichir, qui n'est pas une alternative au travail. Un grand merci à Winamax qui sponsorise cette émission.
En régie, tout va bien? Je ne sais pas si vous avez activé. Non, vous n'avez pas activé la caméra. Oui, ils ont activé la caméra. Ça va la régie? Voilà. Et puis, si on peut nous remettre un instant un plan large du studio, je voulais juste remercier encore chaleureusement toutes les équipes d'Underside. Si on peut remettre un petit plan large. Voilà, d'Underside qui nous a réalisé ce magnifique décor. Comme vous pouvez voir, Lionel, nous sommes en bord de piste et prêts à vous interviewer. Ferrari est parti, hein, il n'y a plus que la fumée. Messieurs, dames. Et non pas Ferrari est parti en fumée. Ouais, c'est ça. C'est pas loin. Allez, place à présent à Alpine. Quel avenir pour l'écurie française après le départ du DG de Renault, Luca De Meo? Luca De Meo, le patron, le directeur général de Renault, a démissionné la semaine dernière. Celui qui dirige depuis près de 5 ans le constructeur français Renault, propriétaire de l'écurie Alpine, va officiellement rejoindre le groupe de luxe Kering, propriétaire de Gucci, Saint-Laurent et Balenciaga, détenu par la famille Pinault. Une annonce qui jette un brouillard sur l'avenir de l'écurie Alpine. Rappelons qu'il était le premier défenseur du maintien de Renault en F1. Et c'est lui qui a décidé de renommer l'écurie Alpine comme porte-étendard des voitures de sport basées à Dieppe. Votre réaction, on va commencer avec Lionel, puisqu'on a un invité spécial cette semaine. Lionel. Oui, alors, comme tout le monde, une surprise. Mais en même temps, beaucoup de gens disent que De Meo était celui qui a sauvé la présence de Renault et d'Alpine en Formule 1. Je ne suis pas tout à fait d'accord. C'est surtout un choix commercial, une décision de business avant tout. Évidemment, Renault n'était plus au niveau en termes d'image. C'était compliqué d'arriver à quelque chose qui ne s'était pas produit depuis 1979, en fait, parce que de tout temps, Renault a toujours cherché à faire en sorte que sa présence en F1 et ses résultats en F1 aient une influence sur l'aspect commercial des voitures de Monsieur Tout-le-Monde. Or, on le sait, Renault, c'est une marque de généraliste et qui n'est pas forcément une marque premium, même si aujourd'hui, il y a des voitures haut de gamme chez Renault. Mais en tous les cas, il fallait une image un peu plus sportive et c'était facile d'aller chercher, qui était sous respiration artificielle, une marque Alpine qui est prestigieuse, qui a un vrai passé sportif et de la faire venir en F1 de manière un petit peu artificielle, comme on va le voir, ça se fait beaucoup aujourd'hui. Hein. C'est surtout le nom qu'on amène en F1 plus que la pure technologie. Et donc l'idée, je ne suis pas dans la tête de Monsieur De Meo, mais et sans doute que son cerveau est bien mieux structuré que le mien, mais il a dû imaginer quand même qu'un jour ou l'autre, cette équipe Alpine, il faudrait la vendre ou en tous les cas en retirer quelque chose pour le groupe Renault. Donc, après, oui. Donc je fais très vite, oui. Mais au moment où il part, tout ça n'est pas réalisé. Ça peut se faire. Tout le monde parle dans le paddock d'une vente à court terme ou à long terme d'Alpine, de l'écurie, de l'équipe, parce que ça permettrait. Aujourd'hui, chaque équipe est quand même valorisée aux alentours du milliard d'euros, ce qui est quand même pas rien. Mais c'est peut-être pas... Moi, je suis vraiment pas un spécialiste du business et des chiffres, c'est pas ce qui m'intéresse le plus dans le sport automobile. Mais les gens qui semblent s'y connaître un peu disent qu'il faut attendre encore un peu avant d'éventuellement mettre sur le marché une équipe de F1. Donc, on va voir ce qu'il va advenir d'Alpine. Mais ce qui est certain, vous l'avez dit, ça assombrit encore un peu plus l'horizon. Et les dernières réactions de Pierre Gasly sont assez significatives dans ce sens, où lui-même, évidemment, était surpris de l'annonce du départ de Meo, qui était... Alors, c'était pas un grand fan de sport automobile, hein, comme je l'ai dit, c'est quelqu'un de très pragmatique, le business, etc. Ouais. Donc, il était content d'avoir trouvé cette solution de faire revenir Alpine et que ça ressemble à peu près à quelque chose. Bon, malheureusement, les résultats ne sont pas là. Puis, il y a ce boulet dont s'est débarrassé assez sèchement Briatore sur ordre de De Meo, sans doute, qui a été Viry-Châtillon. On sait qu'aujourd'hui, les Alpines traînent ce moteur. Malheureusement, même si ça a été une très grande... ils ont fait des moteurs fantastiques, Renault, sauf belle histoire, quand même. Ils ne sont pas dans le coup. Donc, il y a ce problème, ils s'en sont débarrassés, et qui sait, peut-être qu'en 2026, justement, si la voiture se met à marcher, parce qu'à Enstone, de temps en temps, on sait faire une voiture, et celle de cette année n'est pas si mauvaise, hein, ça pourrait redonner encore plus de valeur marchande à ce que sera Alpine F1 en 2026. Donc pour une vente,
dont tout le monde parle, qui n'aura peut-être pas lieu, on peut l'espérer, mais si une vente il y a, ça sera un horizon au-delà de 2026, après, ayant vu ce que donnait la nouvelle réglementation pour cette équipe. Alors, si je comprends bien, Lionel, on est un petit peu au milieu du gué concernant Alpine. C'est encore une inconnue supplémentaire, Laurent, concernant Alpine. Il y a encore un élément de déstabilisation de l'écurie depuis 2-3 ans où tous les teams principaux et une partie de l'écurie sont partis. En tout cas, une chose est sûre, effectivement, c'est un homme du marketing. Et il a compris qu'il fallait repositionner l'écurie et recentrer l'équipe, ouvrir le capital. Enfin, il a beaucoup travaillé, en tout cas, pour changer effectivement l'écurie et éventuellement la rendre possiblement la plus vendable et attirer rendre la mariée plus belle. J'y suis arrivé, Laurent. Oui, et là où je suis d'accord avec l'intervention précédente, c'est que finalement, il n'y a pas tant d'écuries que ça. Hein. Donc, on va avoir 11 écuries l'année prochaine. On parlera de la 11e juste après. Mais finalement, il y a des écuries qui sont invendables. Ferrari ne va pas se vendre. A priori, McLaren ne va pas se vendre. Et dans les autres, il y a plus de monde qui veut rentrer. McLaren est déjà vendu, en fait. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas le changement, il n'y a pas de changement à moyen terme. Donc finalement, il y a plus de gens qui veulent rentrer que de gens qui potentiellement se disent « je veux en sortir ». Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, tu détiens un joyau quand tu détiens une écurie qui a en plus un peu un historique, même si elle a changé beaucoup de noms. Tu vois, ça reste un asset économique, ça c'est sûr. Ce qui a changé, Guillaume, par rapport aux années Renault que décrivait Lionel tout à l'heure, c'est pas la première fois que Renault fait un pas en avant, un pas en arrière, sort du capital. On parlait avant le début de l'émission de la période avec Génie Capital, notamment quand ils avaient vendu l'écurie, puis ils sont revenus. Une chose est sûre, c'est qu'il a pris conscience sans jeu de mots, du capital Alpine et de la valeur d'une écurie de F1 aujourd'hui, alors qu'avant c'était un coût. Aujourd'hui, c'est une source réelle de revenus, surtout si on vend demain, on parle en milliards. Hein. Oui, bien sûr. Déjà, 2 mots sur Luca De Meo, qui a fait du très bon travail chez Renault. Il arrive en 2020 dans une entreprise qui était en perte, 8 milliards en 2020, en conflit avec Nissan, post-affaire Carlos Ghosn. Il a fait un excellent travail avec la Renaulution sur 4-5 ans. Renault aujourd'hui est bien repositionné et au cœur de sa stratégie, il y avait mettre en avant le produit. Les produits et rehausser les produits. Donc on a la nouvelle R5, on a eu la 4L donc il y a eu, et Alpine. Donc c'est une valorisation en fait des gammes de voitures de Renault et Alpine faisait partie de cette stratégie globale de remettre en avant le produit et je suis effectivement très d'accord avec ce qu'a dit Lionel Froissart, c'est-à-dire qu'il y avait une stratégie aussi d'accès au marché américain via la marque Alpine. Là, ça va être compliqué avec Donald Trump. Bon voilà et effectivement, alors sportivement, maintenant, déjà on peut saluer l'action globale de Luca De Meo. Maintenant, sportivement, pour Alpine, ouais, c'est un point d'interrogation en plus. En fait, il y en a eu beaucoup déjà. Il y avait la fin des moteurs Renault. Maintenant, il y a le départ de Luca De Meo. C'est un point d'interrogation en plus sur l'avenir d'Alpine. Et malheureusement, je pense qu'on va tout droit vers une session à moyen terme. Moi, je ne pense pas que ça interviendra à court terme. Donc, pas 25, pas 26 non plus. Et puis, le timing, en fait, quand vous voulez vendre une boîte, c'est toujours le calendrier qui est important. Ouais. Et qui a la pression pour vendre et qui a la pression pour acheter. Il faut surtout, en fait, pour vendre le plus cher possible, il faut déjà que les fondamentaux de la boîte soient bons. Et là, pour le coup, il y a encore un peu de travail. Alpine est dernier en ce moment, donc c'est pas le moment pour vendre. Mais par contre, il faut aussi qu'il y ait une pression. Et du coup, moi, je pense qu'il faut attendre. Ils vont attendre. Et puis, malheureusement, ils vont finir par vendre. Et ce sera bien dommage. Justine, on le disait en préambule, c'est vraiment un départ surprise. Mais est-ce que c'est vraiment un départ surprise au final? Non, parce que c'est vrai qu'il y avait beaucoup de rumeurs là récemment, notamment pour un départ chez Stellantis, qui n'a pas été confirmé. Et donc, du coup, on savait depuis un moment, et on a eu d'autres sources qui nous ont confirmé qu'il y avait vraiment cette envie de bouger, d'avoir peut-être un autre challenge, une autre histoire. Donc, en même temps, mais après, je pense que c'est plus le timing qui est assez tragique, comme on l'a dit, parce que c'est la pire période, entre guillemets, pour Alpine, qui traverse quand même une crise en F1. Et donc assez décevant. Il avait des envies d'ailleurs depuis longtemps apparemment. On sait qu'il était candidat. Il avait été renommé. Il avait été renommé DG en mai de l'année dernière. On sait qu'il était candidat, donc ami, pour remplacer Carlos Tavares chez Stellantis. Et évidemment, chez Renault, on a dit niet. Hein. On a dit niet. Après, je vous passe la parole, Lionel. Oui, je dirais que ce qui était clair, c'est que il y avait un petit problème quand même financier par rapport à lui, hein, demander plus d'argent et une entreprise qui est un peu détenue par l'État, c'est compliqué. Le fait de vouloir partir, ça paraissait évident. Dans sa carrière, c'est quand même quelqu'un qui a beaucoup bougé. Quand on regarde un peu, quoi, il a d'abord commencé en 92 chez Renault d'ailleurs.
Après, il est passé chez Toyota, et puis dans le groupe Fiat, et puis directeur marketing Volkswagen, Seat en 2015. Et à chaque fois, il a fait des petits coups d'éclat. C'est lui qui a lancé la Fiat 500, qui a relancé la Chicken Chain chez Fiat. Ça a été un vrai succès. C'est lui qui a relancé la marque Cupra chez Seat, qui connaît un beau succès aujourd'hui. Donc il a un vrai savoir-faire marketing, le garçon. Hein. C'est loin compliqué. Voilà, c'est quelqu'un qui a un vrai savoir-faire marketing, quand même une très bonne compréhension de l'automobile. Alors, je parlerai peut-être après des gens qui sont passés de l'automobile à autre chose, ou qui sont allés dans le luxe, parce qu'il y a quand même pas mal de transferts. C'est un univers totalement différent, donc Ami. Hein. Oui, mais enfin, et une chose sur laquelle je voudrais revenir, c'est pas que ce soit ma marotte ou la personne sur laquelle je tire à tous les coups. Peut-être Flavio. Il ne faut pas oublier notre ami Flavio, qui est là. La première chose qu'il a fait, c'est quelque part l'homme en charge des bases d'œuvre. Permettre la vente d'Alpine, parce que quand on se sépare des moteurs, c'est à ce moment-là qu'on peut le faire. Les moteurs, c'est carrément quelque chose qui coince. Bien sûr. Donc ça, c'était déjà le premier acte. Je ne dis pas qu'il était totalement prémédité, et il ne préméditait pas sûrement pas le départ de Di Meo, mais notre ami Flavio va jouer un rôle important dans ce qui va se passer dans les 12 à 24 mois, c'est évident. Lionel, est-ce que vous partagez le sentiment de Don Camille ? À une nuance quand même près, c'est que va devenir Flavio Briatore en l'absence de Di Meo, qui était son vrai soutien, qui est l'homme qui l'a mis en place. Alors j'imagine que vous avez eu l'occasion dans d'autres émissions de parler sur l'idée, était-ce une bonne idée justement ou une mauvaise idée, peu importe, il est là, mais pour combien de temps encore ? D'abord, deux paramètres, c'est pas le type le plus en forme du paddock, c'est quand même un paramètre à prendre en compte, même si on lui souhaite évidemment pas de mal, mais moi je le vois tous les 15 jours et voilà, il va pas être là pendant 10 ans encore, hein. En tous les cas en charge d'une écurie avec les responsabilités que ça suppose et le stress malgré tout, hein, même s'il semble prendre les choses de manière très décontractée. Donc qu'est-ce que ça devient l'équipe quand Briatore n'est plus là ? S'il est encore là peut-être pour 2025, est-ce qu'il sera encore là en 2026 ? Et puis dans l'histoire d'acheter une écurie, il y a des petits paramètres qu'il faut prendre en compte. 1 milliard, on en a parlé, c'est le ticket d'entrée, quoi. Enfin, pour acheter une écurie, il faut trouver la personne crédible ou le groupe crédible ou le fonds d'investissement crédible pour acheter une équipe. Hein. La F1 regarde ça quand même d'assez près, qui achète quoi. Donc, évidemment, il y a de plus en plus de riches, de plus en plus de milliardaires, et de groupes qui ont les reins solides. Bon, la conjoncture économique mondiale, j'ai cru comprendre qu'elle n'était pas au top du top en ce moment, et ça ne semble pas devoir s'arranger. Donc ça, c'est un paramètre. Et puis, le moment opportun pour vendre. Moi, j'ai été interpellé par quelque chose que disait George Russell, qui, rappelons-le, était surnommé la princesse de Galles quand il était chez Art. Parce que, bon, c'est une personnalité assez intéressante. Mais il a dit quelque chose qui m'a interpellé, qui était « La F1 connaît un boom incroyable, mais ça peut s'écrouler ou en tous les cas retomber très vite sans qu'on sache vraiment pourquoi. » Alors, bon, un effet bulle, c'est ça, Lionel. Pardon ? Un effet bulle. Voilà. Et alors, il y a eu Drive to Survive. Je vais sur pas mal de Grands Prix. Je suis très étonné que des Grands Prix où il y avait 7 ou 10 spectateurs, ça fait le plein. Non, Abu Dhabi, c'est plein. Bahreïn, il n'y a pas beaucoup de tribunes, mais c'est plein. Enfin, partout, il y a du monde. Tous les Grands Prix, maintenant, c'est comme les concerts de superstars. Si vous voulez aller au Grand Prix du Brésil 2025, vous oubliez, c'est complet. Vous trouverez sans doute une place d'accès général, mais en tribune, c'est complet. Il faut penser à 2026 où déjà les billets se vendent. Donc, il y a un engouement incroyable. Il y a le film F1 qui sort maintenant, qui peut contribuer encore à ajouter à cette mousse. Mais comme on le sait, la mousse, ça peut s'échapper très vite. Donc, est-ce que dans un an et demi, dans 2 ans, une écurie de F1 coûtera ou vaudra toujours le même prix? Parce que qu'est-ce qui va se passer en 2026? Personne ne sait. Ça va peut-être être une révolution. Bon, c'est une révolution technologique, technique, ça on le sait, mais c'est peut-être la saison la plus chiante du monde en 2026, on ne sait pas. Ou alors, au contraire, une année extraordinaire où il y aura un vainqueur différent pendant 10 courses. Donc, voilà, toutes ces incertitudes font que
effectivement, la situation d'Alpine pose question. C'est des questions qu'on se pose aujourd'hui. On n'a pas toutes les réponses, mais c'est pas la position la plus confortable, c'est sûr, d'être entre deux grands patrons, un type qui est à la tête de l'écurie mais qui n'a pas le droit d'y être, qui n'est pas officiellement le team manager, qui on va mettre à sa place. Parce que mettre quelqu'un à la place de Hawks déjà, qui est parti, puis à la place de Briatore, tout en gardant Briatore un petit peu au-dessus, c'est une complication extraordinaire, et c'est ce qui a souvent coûté des résultats et une certaine sérénité à cette écurie d'Enstone. Il y a eu effectivement cette séparation, ce Chanel, ce truc bizarre entre l'Angleterre et la France, avec Viry-Châtillon d'un côté, Enstone de l'autre. Les moteurs et les châssis de l'autre. Donc c'est sans doute une des écuries les plus complexes à manager, avec les caractères français, les caractères anglais, même des écuries, on en parlera peut-être un peu comme Haas, qui font des morceaux de voiture un peu partout, sont finalement un petit peu moins difficiles à manager. Tout coûte beaucoup moins cher, Lionel, surtout. Voilà. Bon, j'ai beaucoup parlé, je vous laisse la Juste parole. un détail, vous parliez de vente, Lionel, à l'instant, de potentiel de l'écurie Alpine. Qui pourra acheter Alpine à un moment donné, notamment, vous parliez d'Oliver Hawks qui a été exfiltré assez rapidement, lui aussi. Vous y croyez à cette rumeur, justement, Mazepin, comme possible rachat à terme, si les choses s'arrangent avec la Russie? C'est beaucoup de si. Vous pensez que les choses vont s'arranger avec la Russie? Je sais pas. Franchement, la cote de Mazepin dans le paddock est quand même très très basse, même si je dois reconnaître que la FIA n'a pas toujours de soucis dans ce domaine, enfin au niveau des fréquentations et des grands prix organisés, mais quand même la Mazepin, ça serait presque de la provocation, donc j'y crois pas trop. Et puis Mazepin, ok, a de l'argent, mais investir à 1 milliard, je connais pas sa fortune, mais ça serait au moins 50% de son potentiel. Alors il peut avoir des amis qui peuvent mettre au pot, mais bon. Mais surtout, il ne faut quand même pas oublier que l'État est actionnaire de Renault à 15%. On voit quand même mal Renault vendre Alpine à une entreprise ou à des intérêts russes aujourd'hui. On pourrait légitimement se poser la question avec l'annulation d'Oliver Hawks, dont la société a été amie de celle de Mazepin. Voilà. Mais Hawks n'est plus là. Et Hawks n'est plus là. Son frère encore moins. C'est clair. Et malheureusement pour lui. Alors, en clair, l'homme fort s'en va de chez Renault, Laurent, et la question est simple, sans lui, Alpine peut-il rester en F1? Qui pour lui succéder? Aux fonctions du profil, on aura une idée si, oui ou non, c'est un partisan de la F1. On parle d'une piste et un reculement plutôt en interne dans un premier temps, Laurent? Oui. Ta question est excellente, parce que... Pour une fois. Quelqu'un qui arrive, qui prend la tête de Renault, moi je serais épaté qu'une personne arrive et dise « Ah non, mais on va faire plein de choses en F1 ». Je pense que tu arrives après Luca Di Meo, qui en plus a un résultat plutôt positif. Tu vois ce que je veux dire? Quand tu vois les chiffres, oublie la F1. Prends les chiffres de Renault. Quand tu prends les chiffres, le résultat, ça veut dire que le successeur, il est déjà placé dans une position où tu dois essayer de faire mieux que ton prédécesseur. Donc si tu dois gérer Renault et te dire, tiens, j'ai en plus une marotte qui est la F1, bon, la plus grosse inquiétude, elle est là. Elle commence là, avant même le reste. D'accord. Mais on sait que la difficulté chez Renault, c'est que l'État est la difficulté. Une des contraintes de Renault, c'est la rémunération. L'État est actionnaire, qui est très sensible à la rémunération de ses dirigeants. Les directeurs généraux de Renault, même s'ils sont très bien payés, ne le sont pas autant que leur alter ego à l'étranger. Oui, tout à fait. Et c'est un sujet qui expliquerait qu'ils privilégient un recrutement en interne. Oui, ce qui a été aussi une des raisons de la volonté de partir de Luca Di Meo. Di Meo, tout le long, a dit mais regardez la valeur que j'ai créée, regardez la valeur que je crée. Alors, il y a le précédent Ghosn qui disait regardez combien j'ai créé de valeur, ne venez pas m'ennuyer sur des petits détails. Mais non, c'est bien sociaux. Non, c'est compliqué. Je crois qu'il était payé 12 ou 13 millions. 12 ou 13 millions d'euros. Donc, tu vois, j'ai... quelques. Hein? Officiellement, 5,5.
Officiellement, Il y avait des parts variables. Ouais. Voilà. Non, mais tu Le vois, package je- total était à 13. Voilà, le fait Si qu'il on parte prend- chez Kering, il va renoncer à ses stock options, c'est évident. Mais là, on va rentrer dans En fait, le non, mais détail. il y a un sujet de REM individuel, mais il y a aussi un sujet global d'attractivité du secteur automobile. Aujourd'hui, je pense que Renault serait content d'attirer des grands patrons de la tech ou autres, mais il s'avère qu'en fait, le secteur automobile attire beaucoup moins qu'avant. C'est- Avant, les grands patrons, ils finissaient leur carrière chez Renault, ou alors Ouais. ils allaient à la retraite, Louis Schweizer, etc. Ça veut dire Maintenant, quoi qu'il y a le un mec, il part pour aller dans déclassement le de luxe. l'industrie automobile Bien par sûr. rapport à Gucci ou à Louis Vuitton Ouais, je quoi. pense que C'est oui, je dingue. pense qu'il y a un déclassement de l'industrie aujourd'hui par rapport à la tech, par rapport au luxe, qui sont deux secteurs qui attirent plus et qui payent plus. Enfin, le luxe Et est en Je, difficulté quand je vais même. vous raconter une anecdote. Je ne citerai pas les noms, mais vous allez comprendre. Donc, on reçoit dans un des précédents jobs, on reçoit un des top dirigeants de Renault, hein, numéro 2, numéro 3, et on discute avec eux et on leur pose la question, est-ce que vous connaissez cette société de taxi qui était une société très peu connue, quoi. Et le dirigeant nous dit non, je ne sais pas ce qu'il sait et tout ça, tu vois, avec beaucoup de dédain, mais il dit cette société, elle est aujourd'hui valorisée, Plus que boîte de tech, hein, plus que Renault. Et c'est là où tu te rends compte du décalage entre, finalement, et d'un côté, tu n'avais que du software, alors tu mets la valeur que tu veux, et de l'autre côté, tu avais un outil industriel et commercial. Hein. C'est des concessions, des machins de ça. Donc c'est très très compliqué aujourd'hui la valorisation. Oui. Camille. Oui, on Ah, parle de valorisation, si je puis me permettre. Oui, Lionel. Ce qui serait intéressant de savoir, et là peut-être que des chiffres existent, c'est aujourd'hui, Alpine a une gamme qui s'étoffe, etc. Mais j'aimerais connaître l'influence dans tout ça de la présence d'Alpine en F1. En quoi Alpine F1 a redonné à Alpine, bon, on a sorti des limbes, c'est vrai, mais est-ce que la présence d'Alpine en F1, qui est dernière au classement, on le rappelle quand même, fait vendre des Alpines que moi personnellement je ne peux pas m'acheter, mais que le grand public pourrait s'acheter. Donc ça m'a toujours fasciné ça de savoir jusqu'à quel point la F1 fait vendre. Autant on a pu comprendre à une époque pourquoi des Mercedes se vendaient parce que il y avait la présence de Lewis qui touchait un Lewis Hamilton qui touchait un nouveau public. Ferrari, on n'en parle pas, c'est quelque chose d'à part, c'est tout à fait autre chose. Donc, au niveau d'Alpine, en quoi la présence d'Alpine en F1, enfin du nom d'Alpine en F1, parce qu'il n'y a pas grand-chose d'Alpine dans une Alpine F1 en fait, à part en quoi ça fait vendre des... Je vois Guillaume baisser les yeux. En tout cas, quelque chose de mesurable, c'est la capitalisation boursière. On considère que Luca De Meo fait une marche arrière en allant chez Kering, je suis désolé. Aujourd'hui, après la restructuration, donc on est passé de 22 € l'action à 45, donc on a doublé la valeur de Renault. Ouais. Renault, ça vaut 11 milliards. Ouais. Si on regarde Kering, qui est en catastrophe, puisque l'action est passée de 750 € à 175, Kering, c'est encore 21 milliards. Donc, il passe dans une boîte qui a un potentiel de croissance évident. Et qui vaut le double de Renault aujourd'hui. Et qui vaut toujours le double de Renault, alors que Renault fait ça et Kering fait ça. Je crois que... On sait que dans l'industrie automobile, les montagnes russes sont incroyablement rapides. On peut tomber très très bas. Je ne connais pas les chiffres, mais il y a quelques années, Renault était à moins je ne sais combien. Aujourd'hui, vous le dites, est très haut. Et c'est le cas de pratiquement toutes les marques grand public d'automobiles qui peuvent monter très haut, très vite, et redescendre très bas, très vite. Donc, c'est aussi peut-être à prendre en compte. Et sur le départ de De Meo, moi, je pense c'est tout à fait respectable. Il a fait du bon travail chez Renault, comme vous le soulignez. Et il se lance vers de nouveaux projets personnels, très personnels. C'est vraiment une décision presque égoïste de partir comme ça au milieu En plus, c'est vrai que c'était très symbolique que ça se passe le jour où il y a les 24 heures du Mans, il y a un Grand Prix de Formule 1. À l'arrivée du Grand Prix, on apprend que je m'en vais. Et en plus, c'est pas dans 6 mois, dans un an. C'est le 16 juillet, je suis plus là. Donc, bon. C'est presque une exfiltration, on a presque l'impression que c'est une exfiltration. Mais ça, c'est difficile à dire, je sais pas. Bon, c'est quelqu'un de brillant, donc je pense qu'on n'a pas grand-chose à lui reprocher. Donc, j'imagine que s'il part, c'est effectivement pour tenter quelque chose, mais qui n'a rien à voir avec le sport automobile qui nous intéresse aujourd'hui. Ouais. Alors, Justine, quelle piste pour le remplacer? Donc, pour
pour l'instant, privilégié, c'est plutôt des recrutements en interne. Oui, Qui pour le remplacer? il y a 2 noms qui sont ressortis. Il y a Denis Levotte qui vient de Dacia. Et après, du côté plutôt de Renault, c'est Fabrice Cambolive qui serait pressenti. Denis Levotte, il a contribué au lancement de Dacia en Rally Raid. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. C'est une bonne chose. Les deux ont du coup vraiment cet ancrage automobile. Ils connaissent bien la maison. Cambolive, Et sport, pareil. le sport, ouais. Et sport surtout. Et Cambolive, il a lancé chez Renault la Renault 5 Turbo 3E. Ah ouais, magnifique, Exactement. 5 Turbo 3E. Et après, il y a des pistes en externe, évidemment. Maxime Picat, Wayne Griffiths, qui sont cités comme étant des potentiels Alors ça, c'est des pistes recrutements en externes. externe. Maxime Picat, c'est l'ancien DG de Peugeot. directeur général de Peugeot. Après, il a été nommé directeur des achats et de la logistique du Stellantis. Et là, il est un peu dans un petit placard, là. Oui, visiblement, mais depuis l'éviction de son mentor Carlos Tavares, malheureusement, alors pourtant il voyait un super successeur en lui. Mais bon, du coup, voilà, c'est un profil qui peut être intéressant parce qu'il a beaucoup de rigueur. Par contre, ce ne serait Ok. pas très fin compatible, le gars. Exact, un peu moins que les 2 premiers noms qu'on a cités. Il me en pense à interne. Tim Cook dans chez Apple. Je l'ai C'est vrai. senti là. Ah, Je l'ai entendu là. Non, Je l'ai non, mais entendu. j'ai pensé très fort. On parle aussi de Jérémy Papin, c'est ça? Justine, vas-y, continue. Oui, bien sûr, qui est aussi le directeur financier de Nissan depuis le début de cette année. Et comme je le disais, Wayne Griffiths, qui lui a succédé à Luca De Meo chez Seat en octobre 2020. Alors, Wayne Griffiths, c'est intéressant parce que c'est vraiment un Luca De Meo bis, puisqu'il a succédé à Luca De Meo chez Seat. Il a lancé Cupra à la suite des souhaits de Di Meo, qui appartient à Volkswagen. Hein. Il a quitté son poste en avril dernier à sa demande. Wait and see. En tout cas, une chose est sûre, l'écurie française n'a quasiment pas communiqué, les amis, Rien. suite au départ de son patron. Ouais. Il y a Flavio Briatore, regardez cette slide, qui a juste dit rien, absolument rien, les conséquences. Hein. Personne n'a changé pour moi, pas pour moi ou pour l'équipe. Et félicitations à Luca, nouvel emploi. Voilà, c'est au micro de Reuters. Rien n'a changé pour l'instant. Pour l'instant. Et puis vous parliez, Lionel, de Pierre Gasly, voilà sa déclaration. J'ai une très bonne relation avec Luca, c'est celui qui m'a appris dans l'équipe à souligner le pilote arrivé en 2023. C'est une personne inspirante, donc la première réaction c'est que je suis triste de le voir partir. Et je pense qu'effectivement il a de quoi légitimement s'inquiéter. La question c'est de savoir si effectivement, à terme, Guillaume, Alpine sera tenté de vendre. Le fait effectivement de se préparer avec les moteurs Mercedes, ça enlève le principal frein à une vente éventuelle, hein, Guillaume. À court terme, oui. Après, ça dépendra aussi des résultats en 2026. Hein. Comment va performer Alpine avec le moteur Mercedes? Il y a beaucoup d'inconnus. Et on a rappelé effectivement en début d'émission que Enstone était capable de fournir des bons châssis. Sur quelques grands prix, le châssis était quand même vachement bien cette année. Ouais. Il a permis plutôt à Gasly, il y a une deuxième voiture qui est un peu en retrait, de marquer des très gros points sur certains grands prix. Alors sur d'autres, c'est beaucoup moins bien. Mais la vraie épine dans le pied d'Alpine aujourd'hui, ça reste quand même le moteur, quoi. Avec un moteur au moins au niveau de ceux de Ferrari, Mercedes ou autres, je pense qu'Alpine serait bien plus haut au classement et Gasly jouerait potentiellement les points, voire le top 5 à chaque, presque à chaque Grand Prix. Voilà. C'est vrai, parce qu'il nous dit régulièrement que sur certains circuits, les circuits évidemment où la motorisation prend un petit peu le dessus, et il peut perdre jusqu'à 3 dixièmes sur un tour. C'est colossal dans les portions les plus rapides. Et il dit par exemple sur des circuits très techniques, Suzuka, etc., dans certains virages, la voiture était aussi bien que la Red Bull de Max Verstappen, parce qu'il n'y a qu'une Red Bull, bien sûr. Et donc, reperdre dans les bouts droits 1 dixième et demi, 2 dixièmes, parfois plus, c'est désespérant. Et pour faire une petite parenthèse sur Pierre Gasly et la désespérance, depuis qu'il est arrivé chez Alpine, enfin chez Renault Alpine, c'est mauvaise nouvelle sur mauvaise nouvelle pratiquement, hein, parce que on va pas refaire l'histoire et rappeler tous les changements à la tête de cette équipe, mais à chaque fois qu'il y a une annonce, elle n'est pas franchement réjouissante. Peut-être que la plus réjouissante finalement c'est celle, et c'est encore une fois très malheureux pour les fantastiques motoristes de Viry-Châtillon qu'ils ont été, et bon, ils ont un peu loupé le coche de l'hybridation, mais en tous les cas la meilleure nouvelle c'est peut-être de savoir que l'année prochaine, s'ils arrivent à faire un bon châssis qui se marie avec tout l'arrière de Mercedes, parce que c'est pas seulement le moteur Mercedes, c'est la boîte de vitesse,
et les ancrages de suspension, les suspensions, etc. Donc tout l'arrière, ça sera une Alpi Mercedes, quoi, en quelque sorte. Donc c'est peut-être la bonne nouvelle, et on l'a déjà évoqué, les résultats de 2026 seront peut-être ceux qui décideront vraiment de l'avenir de cette équipe, qu'on peut encore considérer comme française, même si on voit bien sur le papier qu'elle ne l'est plus beaucoup. Mais... tant que Renault est l'actionnaire, on peut quand même dire que c'est une équipe française. Voilà, oui. Il faut que ça dure. Rassurez-moi. Donc Gasly, je me rassure moi-même. Alors, si j'ai bien compris, on verra en 2026 si Renault va partir ou Alpine va partir. Une chose est sûre, en 2026, une équipe va arriver. Il s'agit bien sûr de Cadillac. L'écurie Cadillac sera la nouvelle écurie F1 en 2026. On sait peu de choses sur... c'est pour ça qu'on a choisi d'en faire un chapitre pour essayer d'y voir un peu plus clair sur l'avenir de cette écurie. On sait déjà qu'elle a dévoilé il y a quelques semaines son premier sponsor. Il s'agit de Tommy Hilfiger, la célèbre griffe de prêt-à-porter. Qu'est-ce qu'on sait de ce projet, Lionel? On sait que Cadillac est soutenu par un géant de l'automobile qui est General Motors, et qui a obtenu très tôt l'approbation de la FIA de venir en F1, pas forcément celle de Liberty des écuries de F1. Pourquoi ces réticences au départ? Mais bon, donc faire de gros sous, mais c'est vrai que l'équipe n'est pas franchement la bienvenue. C'est vrai qu'on peut se demander, mais pourquoi pas 11, 12 équipes? À une époque, il y avait 26 voitures au départ. Enfin, bon, il y a eu beaucoup plus à certaines époques, mais disons que là, le bon équilibre, ça serait 24 voitures sur la grille. Et pourquoi les équipes ne voulaient pas d'un 11e intervenant? Tout simplement parce qu'il y a un gâteau à se partager. Et je ne suis pas très fort en maths, mais si on le partage en 10, je pense que les parts sont un peu plus grosses que si on le partage le même gâteau, si on le partage en 11. Donc, finalement, Cadillac a été accepté. De toute façon, la FIA voulait l'imposer. Et parce qu'il a été assuré que le gâteau serait un petit peu plus gros, que les pertes seraient minimes et que les écuries présentes seraient compensées d'une certaine façon de la venue de Cadillac, dont on ne sait pas grand-chose, c'est vrai. Moi-même, je regarde ça d'assez loin parce que ça ne sert pas à grand-chose de dire beaucoup sur une écurie qui n'est même pas là. On ne sait même pas à quoi tout ça va ressembler, comment ça va être monté. Et puis, ce qui m'inquiète un petit peu, moi, c'est cette dispersion de la technique, enfin, au niveau de l'élaboration de la voiture. Les usines. On va en parler. C'est très bien. Il y a beaucoup de grands prix aux États-Unis. Elle est très tournée vers les États-Unis, cette F1 d'aujourd'hui. D'abord parce que Liberty Media est une boîte américaine. Ça paraît logique qu'il y ait une écurie américaine, mais s'implanter aux États-Unis, on a bien vu qu'avec Haas, où là c'est un petit peu aussi n'importe quoi, ça peut pas marcher d'être installé purement aux États-Unis. Donc voilà, tout ça me semble un petit peu compliqué dans sa structuration du moment. Ça va peut-être changer, évoluer. Je suis certain qu'avec un tel nom, vous l'avez dit, et des moyens qui sont importants, ils vont réussir à attirer des cerveaux, des personnalités qui s'y connaissent, qui savent faire le boulot. Après, ça ne veut pas dire, quand on prend 10 excellences, qu'on arrive à faire quelque chose de très très bien. Donc, c'est très difficile de se prononcer. La bonne chose, c'est qu'une nouvelle écurie arrive. Il y en aura peut-être une 12e plus tard, mais de la volonté de la FIA et du sympathique président de la FIA, Cadillac sera là. Moi, je trouve que c'est plutôt positif. D'abord, moi qui m'intéresse le plus, ça fait 2 pilotes de plus sur la grille. Ouais, et ça, c'est vraiment le côté sympa de la voiture. Guillaume, on sait que pour pouvoir rentrer, désormais une écurie doit verser un fee considérable. Tu as disais tout à l'heure de 450 millions de dollars pour pouvoir. C'est même un peu plus, mais. Donc c'est et au-delà du partage du sans gâteau, avoir le moindre boulon de voiture construite et le moindre de briques d'usine. C'est juste après, pour pouvoir rentrer en F1. On parle de General Motors qui est effectivement une surface financière hyper importante. Et au-delà du partage du gâteau, il y a quand même 2 arguments qui ont fait basculer le choix de Formula One, de la réticence à l'approbation. Le premier, il est quand même politique. Il y avait un énorme sujet
de tension entre Michael Andretti et Maffei, qui était en fait le patron de Liberty Media dédié à la F1. Des droits commerciaux. Voilà, du coup, clairement, Michael Andretti s'est mis un peu en retrait du projet. En tout cas, oui, il a menacé d'aller en justice s'il alors, ne prenait pas gain de cause à la Liberté en disant qu'il était surtout, alors, il a menacé, surtout, il a mobilisé ses amis conservateurs aux États-Unis. Vous avez tous vu que Donald Trump a gagné les élections l'année dernière. Pareil, ouais. Et je pense que la Liberty Media ne voulait pas forcément se retrouver avec un procès aux États-Unis sur des sujets d'antitrust. Donc je pense qu'il y a ce sujet-là en fait qui était vraiment important pour Liberty Media. Le second, c'est aussi, alors là c'est un argument plutôt sportif, c'est la position de General Motors dans l'écurie. On est passé en fait d'une équipe Andretti avec un sticker Cadillac là et motorisé par Alpine ou Ferrari à une écurie en fait General Motors motoriste qui va fournir le moteur en 2029 et potentiellement qui va le fournir à d'autres écuries à partir de 2030. Donc c'est plus du tout le même projet et je terminerai pour dire que c'est un peu l'inverse d'Alpine quoi. En fait, on avait Renault 2019, Renault constructeur et tout qui se désengage, marque Alpine, motorisation Mercedes. Là, c'est l'inverse en fait. On a General Motors qui va venir et qui monte en puissance et c'est tout ce que Liberty Media veut pour la Formule 1. Donc c'est l'opposé effectivement d'Alpine, Laurent, c'est une écurie. C'est une écurie 100% américaine. Et l'opposé, comme le disait à l'instant Lionel, de Haas également qui essaie d'économiser là. Ils veulent tout gérer quasiment, du moins à plus ou moins long terme. Ouais. Alors, juste pour remettre, Haas, c'est vraiment le meilleur assembleur aujourd'hui, puisque tu vois, c'est vraiment un puzzle, un mécano, quoi. Un mécano. Bon, c'est un mécano comme très Ferrari, puisque l'écurie est proche, comme très très proche de Ferrari. Parce que c'est une Ferrari bis. Oui. Avec ses défauts, même. On a, juste dans les écuries bis, et je prends le cas Red Bull, l'écurie bis, la voiture est plus facilement conduisible que à la maison mère. Parce qu'il n'y a pas Max Verstappen dans l'écurie. Oui, mais je dis juste que c'est une approche qui est originale. Moi, ce qui m'inquiète quand même, je vois, et c'est là où j'ai écouté ce qu'a dit Lionel, mais j'ai juste un léger bémol, c'est quand même qu'on a un budget cap. Donc on a une limitation économique. Pas pour une nouvelle écurie. Oui, ce que je veux te dire, c'est qu'à un moment donné, tu peux arriver, et regarde toutes les écuries, et on en a parlé ensemble quelques fois, et on va prendre le cas de Toyota, qui a flambé quelques milliards, et finalement les résultats n'ont pas été à la clé, malgré une expertise automobile exceptionnelle, malgré une organisation, ils sont quand même réputés pour l'organisation. Donc j'ai un peu peur qu'aujourd'hui, cet engouement pour la F1 et l'idée de se dire on va avoir une écurie 100% américaine qui va donc être, en plus avec la marque derrière Cadillac, ça va être génial, ça fasse juste un flop et que ça soit un problème pour l'arrivée d'autres écuries en se disant mais regardez, quand une écurie est arrivée malgré tous les galons nécessaires pour entrer, c'est pas facile de le faire. Voilà. C'est vrai qu'on peut... Pour Toyota, pardon, oui. Ils étaient peut-être trop organisés. On connaît la rigueur japonaise et on sait qu'en F1, il faut être d'une réactivité incroyable. Alors, ils avaient un super outil, une super usine en Allemagne, ils avaient tout ce qu'il fallait, évidemment à une époque où les budgets n'étaient pas limités, mais cette difficulté qu'a eu aussi Honda un petit peu au début avant de comprendre qu'il fallait vraiment, quand on demandait un truc le lundi, il était étudié le mardi et mis en branle le mercredi et peut-être essayer à la fin de la semaine. C'est ce qu'essaye de faire aussi Ferrari, parce que Ferrari a les moyens de tout construire à domicile. Et l'idée, c'est ça, c'est d'être hyper, et ce que fait Red Bull très bien, c'est d'être hyper réactif. Et quand il y a le moindre problème, et là, on parle plus du châssis que du moteur, puisque les moteurs sont figés aujourd'hui, mais c'est je pense que le secret de la F1, c'est cette faculté d'être réactif. Et aujourd'hui, c'est encore plus dur avec des budgets limités et des restrictions de soufflerie, de CAO, enfin de tous les outils qui servent à imaginer et à faire évoluer une Formule 1. Ça doit être encore plus compliqué aujourd'hui. Mais en tous les cas, c'était une petite parenthèse pour expliquer pourquoi... En tous les cas, un des aspects qui a fait que Toyota n'a pas forcément fonctionné comme ça aurait dû, malgré tous les aspects positifs qu'on pouvait trouver sur le papier au départ. En tout cas, sur le papier, le projet est très ambitieux. On le disait dans le sommaire, ambition XXL, puisqu'ils veulent produire le châssis, ils veulent produire à terme le moteur. Au départ, ce sera un moteur qui sera donné par Ferrari jusqu'en 2028, enfin donné, ils vont l'acheter. Et puis, il faut construire les usines aussi, et sachant que, heureusement pour eux, tout cela n'est pas soumis au budget de cap, rien que pour
l'usine produite près de Charlotte en Caroline du Nord qui va être construite. 150 millions de dollars déjà investis. Il y a 3 autres sites, vous en parliez un instant, Lionel, et vous étiez assez sceptique, qui sont prévus aux États-Unis. Un Fisher en Indiana pour produire le châssis. Un atelier, on l'a dit, Power Unit en Caroline du Nord. Et un centre technique à Warren dans le Michigan. Il y aurait, selon, on m'a soufflé dans l'oreillette, un certain Éric Bouillet, qui aurait aussi un atelier du côté d'Indianapolis aussi qui va être monté. Et puis, un programme Power Unit qui va venir, qui coûterait à lui seul entre 300 et 350 millions de dollars. Entre 300 et 350 employés et un budget d'une centaine de millions de dollars, ce qui est déjà pas mal, qui arrivera en 2027. Et on parle également d'un site à Silverstone en Angleterre. Et pour les partenariats, vous parliez de Toyota à l'instant, ils recyclent la soufflerie de Toyota, je crois que c'était à Cologne ou à Munich, je ne me souviens plus. À Cologne, qui permettra effectivement de faire les premiers essais en soufflerie. C'est un sacré mécano. Hein. Le mot recycler me fait peur parce que vous avez vu, la difficulté qu'ont les équipes à avoir des souffleries efficientes est vraiment hyper pointue. Donc, même s'il a été longtemps la référence, cette fameuse soufflerie Toyota, je crois qu'aujourd'hui, quand on parle de soufflerie, surtout avec les nouvelles normes techniques à l'horizon de 2026, il faut tout reprendre à zéro. Vous avez vu ce qu'a dit Adrian Newey récemment sur l'outil extraordinairement moderne d'Aston Martin à Silverstone, et il dit déjà non mais la soufflerie ça va pas du tout, il n'y a pas de corrélation et elle sera pas efficace avant on ne sait quand. Ce qui n'est pas une très bonne nouvelle pour Aston Martin ni pour notre ami Alonso. Mais les choses peuvent vite changer en Formule 1. En tous les cas, cette disparité là, ces usines un petit peu partout là, moi franchement ça me fout la trouille. Donc Camille, Ferrari est la seule écurie finalement à ne pas être implantée en Italie, en Grande-Bretagne pardon, et dans la F1 Valley, et d'avoir réussi, il y a un petit moment maintenant, à gagner. C'est vraiment un élément indispensable d'être dans la Silicon Valley, enfin dans la F1 Valley aujourd'hui. C'est un peu vrai parce qu'il y a une marée de sous-traitants dans tous les sens, et ça c'est la clé. Ferrari aussi a une marée de sous-traitants. L'Émilie-Romagne, c'est que ça. C'est peut-être pour ça que ça fonctionne à peu près. Ça devrait fonctionner mieux. Mais oui, moi j'espère que ce ne sera pas un feu de paille. Tu te fais du mal. Ah, ça fait du mal. Mais j'espère que ce ne sera pas un feu de paille parce que une écurie de Formule 1, c'est pas une écurie de WEC. Il n'y a pas de balance de performance. Et donc, là où Cadillac, je trouve, se débrouille extrêmement bien en WEC, parce que ça fait pas 20 000 ans qu'ils sont là, il ne faudrait pas qu'à un moment, ils se disent « mais on n'arrive à rien ». Et puis surtout, c'est négatif par rapport à l'image de marque qu'on dégage. Parce que ça, c'est l'autre point au niveau de la Formule 1, c'est que la Formule 1 est tellement répandue aujourd'hui que d'avoir de mauvais résultats alors qu'on est un grand constructeur en Formule 1, ça c'est catastrophique. Donc il y en a deux qui se jettent à l'eau, il y a Audi et Cadillac. J'espère que ça marchera, parce que ça ne peut faire que du bien à la Formule 1. Mais il faut que ça tienne face à des gens qui gèrent des groupes et qui sont quand même des financiers à la base. Donc voilà. Alors on a quelques noms à vous donner. Lionel, oui ? Je vous coupe juste une petite seconde. Vous avez dit tout à l'heure 350 personnes pour le Power Unit. Ouais. Ils sont 2000 chez Mercedes quand même. Mais ça promet. Ouais. Ça donne une petite idée de la montagne à gravir. Alors je veux vous donner quelques noms parce que quelques noms ont fuité concernant les recrutements chez Cadillac au niveau de la direction. On parle de Graham London, qui est un ancien de Marussia Virgin, qui serait nommé team principal. Ça vous parle, Lionel ? Russ Oblinis, qui pilote l'activité justement Power Unit chez General Motors. Et on parle également de Dan Tonris, qui serait le CEO de l'ensemble. Et puis il y a des vieux briscards issus de Renault F1, Pat Simon qui a été embauché également, ou encore Nick Chester qui a travaillé avec Éric Bouillet pendant quelques années. Oui, non, ça ne me parle pas du tout, tous ces gens. J'avoue, humblement, je ne connais pas vraiment les organigrammes techniques, puisque je suis quand même très centré sur la pure compétition et ce qui se passe sur la piste. Donc, j'avoue une grande méconnaissance des structures techniques. C'est vrai que ce n'est pas le plus passionnant.
Plus passionnant, c'est quel pilote pour Cadillac, Justine? Pour l'écurie américaine, on pense à un pilote américain. Oui, bien sûr. Mais je voulais juste revenir avant. Moi, je trouve que c'est intéressant quand même de miser sur l'autonomie technologique et industrielle, enfin la stratégie que choisit Cadillac. Elle est risquée. Elle est risquée, mais elle est quand même intéressante. Et je trouve qu'il y a tellement une stratégie marketing, comme on l'a dit, ça fait des mois qu'on en entend parler, mais on ne connaît pas le fond de cette écurie. Mais malgré tout, avec ce gros partenariat avec Tommy Hilfiger, il faut rappeler qu'ils sont emblématiques comme marque dans le milieu de la F1. Ils sont notamment sur la F1 Academy côté femmes. Ils vont lancer une collection spéciale là après le film F1. Donc ils sont très très présents. Ils ont vraiment rajouté de la valeur. Pendant des années. Exactement. Et je trouve que c'est intéressant, je trouve, de miser aussi sur ce côté marketing. On parlait que Alpine était une marque qui était plus ou moins forte. Luca Demo était un expert marketing. Je trouve ça intéressant. Le d'Alpine, je regarde. Mais je trouve ça intéressant de voir justement que Cadillac n'a peut-être pas encore ni l'écurie ni la voiture, mais est capable de créer déjà une image forte de marque, à voir où est-ce que ça nous mène. Et pour revenir à ta question sur les pilotes, on parlait en effet de Colton Herta, qui est un pilote américain IndyCar. Il est très jeune, 18 ans, non? Un peu plus âgé. Une vingtaine bien assumée. Ah oui, non, c'est moi qui... Et je vous laisse. En tout cas, c'est le plus jeune vainqueur en IndyCar. Ah, mais le problème de Colton. Ah oui, pardon, à 18 ans, il a gagné en Indy. Le problème d'Herta, c'est qu'en fait, il lui manque apparemment des points sur sa super licence pour une vingtaine en Formule 1. Et je crois qu'il faut qu'il soit 3e, 4e du championnat IndyCar cette année pour justement marquer les 40 points, un truc comme ça. Hein. Je ne suis pas sur des chiffres. Ça n'a pas l'air de marcher pour l'instant, je crois. Oui, il manque pas mal de points. Pour l'instant, voilà. Donc, c'est pas certain. Et après, pour le coup, juste pour finir sur les pilotes, au-delà, ils vont certainement prendre un Américain ou un Sud-Américain, suspense. Alors voilà, après, par contre, ils auront un pilote expérimenté, on parle beaucoup de Bottas ou de Pérez, et il semblerait que Bottas ait quand même une longueur d'avance sur Pérez. Et je ne sais pas si vous avez vu, là, il y a quelques jours. Voilà, il y a eu un petit TikTok de Valtteri Bottas. Il y a quelques heures. Le chapeau, le cuir. On va regarder. En régie, je crois que vous avez la vidéo. On regarde. Hey Valtteri, that's a Cadillac. That's too freezing. That's a nice seat. Oh wow, that's actually a nice seat. It's a great seat. J'adore Bottas. And there's 2 seats. And they're both free. Oh yeah. Il a tellement envie de revenir à F1. Wanna sit in it? Not yet. Not yet? Lionel, on a coutume de dire qu'il y a baleine sous gravillon, Lionel. Hein. Oui, c'est vrai. Non, ça fait longtemps que Didier Cotton, qui est un des managers de Bottas, travaille sur ce dossier. Et c'était une assez bonne idée. Et juste une petite parenthèse sur les pilotes américains d'IndyCar, qui certains sont évidemment très spectaculaires et très bons. Je crois qu'au-delà des points de super licence qui leur manquent ou il leur manque pas, ce qui leur manque, c'est des kilomètres à bord d'une F1, parce que ce sont des voitures tellement différentes, avec une gestion des pneumatiques tellement différente, que moi, ce qui m'interpelle, c'est d'aller chercher un pilote purement américain qui n'a fait jusque-là que de l'IndyCar, qui peut être très très bon dans cette catégorie, et le mettre dans une F1 comme ça, sachant qu'aujourd'hui les essais, les vrais essais sont très limités, sauf à conduire une voiture il y a 2 ans, sachant que l'année prochaine, les voitures n'auront rien à voir sans doute en comportement avec celles d'aujourd'hui. C'est quand même un pari risqué. Alors effectivement, Cadillac peut-être se doit d'avoir un pilote américain. Après, Bottas... on sait, on va pas faire plus de pub que ça, c'est un super pilote, il est solide, il sait ce que c'est d'être dans une grande équipe avec des grosses responsabilités qui vont au-delà de l'aspect sportif, hein, qui sont des responsabilités de représentation en quelque sorte. Bon, le mulet, je suis pas sûr, mais bon, ça c'est une affaire de goût. Son épouse australienne qui l'a obligé. Voilà, moi aussi j'ai essayé, mais ça, j'ai pas assez de cheveux. Voilà. Oui. Le choix du pilote, c'est sûr. Bon, évidemment, ils doivent recevoir des tas de CV, et il faut à coup sûr un pilote très expérimenté. Exactement. Parce que ça sera indispensable compte tenu de la complexité et ce bouleversement technologique va imposer quand même d'avoir quelqu'un qui sait vraiment de quoi il parle quand il parle du comportement d'une F1, même si encore une fois le comportement des prochaines F1 est un petit peu inconnu. Donc voilà, donc ça réduit assez rapidement. Après, si on prend déjà un pilote américain parce qu'il en faut un, qui est dans la deuxième voiture, autant prendre quelqu'un qui a fait ses preuves déjà
Dans ceux qui ont fait leur preuve, il y a Bottas. Évidemment, Pérez, c'était pas un mauvais pilote. Et puis, on voit aujourd'hui qu'être le second de Max Verstappen, c'est une punition. Donc, bon, le personnage n'est pas forcément le plus sympathique du paddock, mais c'est peut-être pas ce qu'on lui demande. Je pense qu'il mérite aussi de sa chance. Après, prendre un Américain plus un jeune pilote, là, je pense que ça serait vraiment un risque quand je pense aux jeunes pilotes sans expérience. On parle de Mick Schumacher ou de gens comme ça. Mick Schumacher n'a pas laissé une empreinte extraordinaire de son passage en F1. Si, il a laissé des empreintes, mais plus sur les murs et les rails. Oh, Lionel. Non, c'est pas gentil. Balle perdue. J'ai pas de red flag, bon ça va, je m'en sors. Yellow flag, pour moi, yellow flag. Pour compléter Yellow. Je sais, moi, j'ai pas le temps de déconner. Et pour compléter le commentaire de Lionel, quand on voit les derniers pilotes américains sur la grille, c'est quand même magnifique. Hein, entre Logan Sargent, Scott Speed. Ça mettait du piment pour savoir quel est le champion du monde l'année suivante. Ouais. Arrivez-vous Max Verstappen peut dire merci à Logan Sargent ou non? Non, c'est Latifi qui est canadien. C'est le Nord. Ne remets pas le couteau dans la plaie. Et juste pour compléter, on parle aussi de Guan Yu Zhou, parce que du coup, Lodan qui va prendre effectivement le poste de team principal de Cadillac, il est l'agent de Guan Yu Zhou, donc potentiellement ça peut aussi jouer en sa faveur, même si je pense que c'est pas un premier choix. Voilà. Allez, je vous propose. J'espère que c'est un 3e ou 4e choix. Ouais, à mon avis, ça va pas être. So box. Je vous propose un petit portrait chinois d'un jeune débutant dans le journalisme de la F1. Vous allez voir, c'est assez intéressant. Lionel, un petit portrait chinois. Premier Grand Prix, Lionel, je vais y arriver. En spectateur? Bah oui. 7 juillet 68, Rouen-les-Essarts. L'accident de Joe Schleffer devant moi à 200 mètres dans le virage des 6 frères et la victoire de Jackie X. Je précise, j'avais 10 ans, donc je ne suis pas très jeune, mais je ne suis pas non plus complètement grabataire. Le papa de Jean-Louis Schlesser, qui est devenu ensuite l'oncle? Non, l'oncle. C'est Joe. Ouais. C'est ça. Question qui n'a rien à voir avec la F1. Est-ce que vous êtes plutôt Palace ou Studio 54? J'étais énormément Palace. Studio 54, j'y suis passé comme beaucoup de gens par curiosité et par hasard, mais le Palace, je ne compte plus les nuits. Il faut développer, s'il vous plaît, Lionel. Je précise de manière professionnelle, ou presque. Je faisais des photos. Ouais, c'était un dur métier, j'imagine, à ce moment-là. Voilà, pas facile. À 1h du matin, j'arrêtais de faire des photos parce que tout n'était plus photographiable. C'est un peu flou, dirons-nous. Non, pas à cause de moi, à cause des gens que je voulais photographier. Moi, je ne buvais pas, donc ça aide. Ça peut valoir beaucoup d'argent, mon cher Lionel. Prost ou Senna? Les deux. Non, il faut choisir. Senna, parce que Senna, j'ai une affinité particulière avec lui, mais tout va bien avec Alain et on se voit toujours et j'ai jamais eu le moindre problème avec lui. Senna, vous avez une relation privilégiée avec lui, vous l'avez suivi dès le début, je crois. Septembre 78, sa première course en Europe en karting. Et j'ai souvent raconté ça au Mans, le championnat du monde. Il venait de s'entraîner pendant quelques semaines à Parme avec la DAP, qui était son équipe de karting. Et j'ai vu cet extraterrestre. Enfin, je ne savais pas le numéro 70, je ne savais pas qui c'était. J'ai regardé, il y avait 3 Brésiliens engagés. 70, Ayrton Senna da Silva. J'ai été le voir dans les stands. Mon anglais était bien plus lamentable qu'il ne l'est aujourd'hui. Mon italien très, très primaire. Lui, il parlait plus italien qu'à on a réussi à communiquer. Et puis, comme à l'époque, je faisais la rubrique karting pour Auto Hebdo, je faisais non seulement le texte, mais souvent les photos aussi, parce que je ne pouvais pas avoir un photographe partout. Donc, ça m'a permis de lui fournir pas mal de photos. Il appréciait d'avoir ces photos pour rechercher des soutiens financiers
financiers, on ne va pas dire sponsor, c'est un grand mot à l'époque, mais des soutiens financiers au Brésil et montrer ce qu'il faisait en Europe, pourquoi il courait en Europe. Et comme ça, jusqu'à la F1. Alors, il y a une petite parenthèse, Formule Ford, Formule 3, parce que ça se passait en Angleterre où je le voyais beaucoup moins. Et au niveau photo, Keith Sutton, l'anglais, était très proche de lui aussi. Mais moi, j'ai toujours gardé de très très bonnes relations avec lui jusqu'au 1er mai 1994, malheureusement. On va y revenir. Vous avez traversé, Lionel, l'âge d'or de la F1. Prost, Senna, Mansell, Schumacher, Hamilton, vous les avez tous côtoyés. Vous les avez observés, écoutés, interviewés. Mais Prost, Senna, c'était quand même assez particulier, plus qu'un duel. Hein. Une tragédie grecque. Quel souvenir vous en gardez de ce combat qui a propulsé la F1 au sommet des audiences à l'époque des années 80. Des années 80, ouais. Ce qui est très étonnant, c'est que quand ce duel a commencé à se dessiner, parce qu'il ne date pas seulement de l'époque où Alain et Ayrton étaient chez McLaren, il a commencé un petit peu avant quand Ayrton était chez Lotus, où évidemment il était très fort en qualif et il avait un peu plus de mal en course parce que le moteur Renault, la voiture était un peu plus fragile qu'un le moteur, mais très très performant. Et sur le moment, si vous voulez, pour revenir à ce duel pur, l'un contre l'autre chez McLaren, je ne crois pas qu'on se rendait compte à quel point on vivait quelque chose d'absolument extraordinaire. Parce que on était tellement happé par ce duel qui commençait dès le vendredi matin, se finissait le dimanche soir, mais se poursuivait dans les journaux entre deux Grands Prix qui étaient plus espacés qu'aujourd'hui. Il y en avait moins. Hein. C'est une moyenne de 15-16 Grands Prix par saison. Et on attendait évidemment ces Grands Prix avec beaucoup plus d'impatience qu'aujourd'hui. Personnellement, moi, j'appréciais évidemment de voir ces duels. J'étais très partagé. J'avais envie que Ayrton gagne, évidemment, mais je ne me réjouissais pas si ça se passait pas bien pour Alain Prost, parce que j'aimais beaucoup les deux pilotes qui étaient, on le sait évidemment, dans des styles et des personnalités très opposées, ce qui apportait aussi à ce duel justement cette incroyable ce type sud-américain qui pouvait être... Moi, c'était Dr Jekyll et Mr Hyde pour moi. Dans la vie, c'était un garçon charmant, gentil, doux, souriant, très gentil avec les enfants, très très famille. Et dans la voiture, c'était un démon, quoi. C'était incroyable. Moi, je donne toujours cet exemple. Si vous avez l'occasion, regardez, cherchez sur le net, comme on dit, les premiers tours du Grand Prix de Silverstone 1993. J'ai jamais vu quelque chose de plus violent au volant. Verstappen, Lewis ont fait des trucs assez chauds en 2021, mais là, regardez ces 5 premiers tours avec les voitures de l'époque. Bravo, moi je dis chapeau, et c'est quelque chose d'une violence inouïe. Et juste avant ce Grand Prix de Grande-Bretagne 93, avant le départ, j'étais dans le stand McLaren. Je raconte souvent cette anecdote parce qu'elle est significative. J'observe Ayrton qui était en train de préparer son casque. Il n'y avait pas 12 mecs qui lui préparaient son casque comme aujourd'hui, et 12 casques avec visière très fumée, un peu moins fumée, super pas trop fumée, spécial moustique agressif. Enfin bref, il avait un casque. Donc il s'en occupait lui-même et il faisait. Et là, il rentre dans le stand et il ne voit pas son casque. Et sa nièce, Bianca, était dans la voiture, installée dans la McLaren, McLaren, et avait son casque sur la tête. Je me suis dit, oula, ça c'est pas terrible. Eh bien, il s'est approché d'elle, il a enlevé le casque doucement, lui a caressé la tête, lui a dit quelques mots. Il y avait sa sœur Viviane qui était là. Et il s'est habillé, il a préparé son casque, il a mis sa cagoule, il a mis son casque, et suivent ces 5 premiers tours qui sont d'une violence absolue. Donc ça, voilà les deux Ayrton, et ce que je garde en mémoire de lui, c'est ça, cette possibilité d'être, comme Alain, d'une mauvaise foi formidable. Enfin bon, les pilotes des fins, quoi. Ouais. Voilà. Laurent. Vraiment,
c'est incroyable. Ça me fait penser un peu à Max quand même, parce que tous les gens qui côtoient Max de près disent que en privé, c'est quelqu'un vraiment hyper attachant, hyper attentionné, hyper famille. D'ailleurs, on le voit avec sa fille, je dirais sa fille adoptive, hein, où il est à chaque fois qu'il est devant son simulateur, qu'elle veut être avec lui, ou sur un Grand Prix, elle veut pas le quitter, donc il a vraiment ce côté très très humain. Et en fait, au moment où il est dans la voiture, ça devient autre chose, quoi. C'est un animal. Ouais, je pense, bon, je connais pas aussi bien Carton évidemment, mais je pense quand même qu'il est un petit peu moins intéressant dans le sens où il est très quand même focus sur la course et rien d'autre. Ayrton, l'air de rien, en dehors de la course, intéressé à d'autres choses et on sentait qu'il était ouvert à des discussions qui allaient au-delà de la pratique du sport automobile et de la F1. Ouais. Mais bon, c'est des personnalités différentes, mais c'est vrai que dans la voiture, ils laissent. Moi, je dis, ni l'un ni l'autre ne font de prisonniers, quoi. C'est hyper intéressant ce que vous dites, Lionel, parce que c'est vrai que Max, finalement, il a été enfanté comme un robot, hein, et on en a déjà discuté avec Alain plusieurs fois, et c'est vrai qu'en dehors de la course, il y a finalement une espèce de bulle, on le voit un peu, il se montre un peu, mais il parle jamais de quoi que ce soit d'autre que de la course. Alors c'est vrai qu'Ayrton avait quand même des partis pris sur la société, sur la dimension sociale de certaines choses. Si on écoute Alain Prost, Lionel, il n'était pas très fan des essais, hein. C'était plutôt Alain qui tournait et lui il était en vacances, hein, c'est ça? Oui, exact, mais je me souviens très bien d'ailleurs d'être chez lui un jour au Brésil, en Grados Race, et il y avait un énorme tas de photos et de posters à signer que Ron Dennis attendait avec impatience. Et il le regardait comme ça, il y a Ron qui voudrait que je signe tout ça, mais bon, pas tout de suite. Et il y avait la mer, la baie d'Angra qui l'attendait, les jet skis. Voilà, donc non, c'était assez fascinant de voir évoluer ces personnages avec. Moi, c'est ce qui me plaît beaucoup dans le sport automobile, enfin dans la F1 en tous les cas. Vous avez 20 types, j'en compte 19 parce qu'il y en a un qui compte pas. Donc, on est d'accord, on est tous d'accord. Non, on parle de ce troll. Serait-il canadien? Des personnalités. Alors là, pour le coup, c'est red flag, non? Là, c'est vraiment. Mais non, pas de red flag. J'ai déjà eu le red flag à ce sujet. Malheureusement. Qui ont des personnalités très différentes et qui ont strictement le même objectif. C'est ce qui est assez et c'est marrant de voir comment chacun se débrouille avec ça, avec cette soif de victoire, d'être le meilleur. Ils sont tous persuadés d'être le meilleur et de voir comment cette petite communauté évolue, se jauge, des moments de côté sympa quand ils sont un petit peu décontractés en civil, pas hors circuit, mais de la soirée qu'ils font régulièrement chaque année. Puis, dès qu'ils sont sur le camion de la parade, c'est déjà un petit peu différent. Puis, dans les cool rooms, enfin, moi, j'adore les voir vivre, en fait, les voir évoluer comme ça. À l'époque, donc, vous étiez plutôt Senna. Est-ce qu'on pouvait justement être de la French Mafia, hein, c'est comme ça qu'on surnommait les journalistes français à l'époque, dirigés, et puis il y avait aussi Jean-Marie Balès, qui n'était pas le grand ami patron de la FIA à l'époque, le grand ami de Senna. On pouvait être copain avec Senna et garder de l'amitié avec Prost, parce que son entourage, il devait choisir son camp généralement. Non, j'ai rien choisi du tout. C'est vrai que c'était plus compliqué du côté d'Alain avec l'entourage. L'entourage immédiat, plutôt qu'avec Alain lui-même, qui m'appelait Ayrton régulièrement. Et Senna me disait effectivement que je faisais partie de la French Mafia, mais bon. Mais tout se passait très bien. Moi, j'ai essayé d'être, dans mes papiers à l'époque pour Libération, le plus objectif possible, mais c'était pas facile. Je dois reconnaître. Parce que connaissant bien Alain et sa capacité à vous charmer, vous savez, c'est le cas. Et il arrivait à vous embobiner avec des explications très structurées, il n'y a pas rien à dire. Hein. Mais voilà, c'était... Mais écoutez, juste une petite anecdote. Elle est importante parce que Alain a décidé d'arrêter... a été convaincu ce jour-là qu'il fallait
arrêter, passer à autre chose. Arrivée du Grand Prix d'Europe à Donington 93, tout le monde s'en souvient, sous la pluie, la super course d'Ayrton qui gagne de Williams. Et pendant la conférence de presse, j'étais assis vraiment au pied de l'estrade là, et Alain explique, mais à juste titre, tous les problèmes qu'il a rencontrés au cours de cette course. Les problèmes de la voiture, des pneus, des changements à contre-temps, machin, 7 arrêts, n'importe quoi. Bref, il raconte tout ce qui n'allait pas sur sa voiture. Et Ayrton le regardait comme ça. Et à un moment, il le coupe et lui dit tu veux qu'on échange nos voitures? Ça l'a tué. Et il dit là, non, psychologiquement, la guerre psychologique, j'en pouvais plus. Et ça l'a. Il ne dit pas ce jour-là, j'arrête, mais ça le conforte dans l'idée qu'il va arrêter. Et vous avez été témoin justement du réchauffement des relations entre Prost et Hamilton et Senna, pardonnez-moi, à partir du moment où Prost a arrêté sa carrière, comme il l'a décrit plus d'une fois, et on a pu le vivre malheureusement le jour de sa mort. Oui, bien sûr, oui. Et l'anecdote qui me revient toujours, c'est au lendemain du Grand Prix du Portugal 93, donc Alain officialise au Grand Prix sa retraite. On sait déjà qu'il va arrêter, etc. Même Ayrton le sait. Et le lundi matin, j'ai rendez-vous avec Ayrton à Sintra, chez son ami Braga, qui est juste à côté du circuit. Donc j'ai rendez-vous en fin de matinée avec Ayrton pour discuter un peu comme on le faisait une ou deux fois assez longuement dans l'année. Et à peine il arrive, bon, il était un peu ensuqué, hein, c'était pas quelqu'un du matin. Et le premier truc qu'il me demande, mais c'est vrai, Alain arrête. Oui, bien sûr, mais pourquoi? Tu l'as un petit peu embêté quand même ces dernières années, un petit peu fatigué. Bon, bref, il me dit, mais pourquoi il arrête maintenant? Il est encore jeune, nous deux, c'est quand même, on pourrait encore. Enfin bref, il sent qu'une partie de sa carrière s'en va, hein, de son repère absolu s'en va. Et donc pendant 10 minutes, et il me dit pas l'autre ou le français, il me dit Alain. Et il me parle d'Alain en l'appelant Alain, quoi. Donc là, on sentait vraiment que, et je l'ai vu dès le début en 84, qu'il connaissait très bien le sport automobile, Ayrton, et il savait que le type à battre en Formule 1 quand lui est arrivé en 84, c'était Alain Prost. Pourquoi? Parce qu'Alain était le meilleur. Il n'y a même pas de discussion là-dessus. On parle de Mansell, Piquet, c'est accessoire tout ça. Alain était vraiment le meilleur et les résultats l'ont pris. Alain, il a battu tous ses coéquipiers, des champions du monde, il a battu tout le monde. Il a eu du mal avec Ayrton, mais il l'a battu quand même. Et il s'est fait battre par Ayrton. Mais voilà, ça donne un petit peu le niveau d'Alain qui, je pense, est très sous-estimé. Et avec tous ses défauts, enfin on a tous des défauts, mais les défauts de ces types-là, on les voit plus parce qu'ils sont sans arrêt à la télé. Aujourd'hui, Verstappen est très critiqué. Moi, je suis pas un grand fan de l'homme. J'adore voir le pilote en action, mais après tout, les mecs sont filmés là au plus près en permanence. Donc chaque mimique, chaque mot est analysé, retranscrit, déformé. Donc voilà, c'est évidemment qu'ils ont des défauts, mais ils ont tellement de qualité que bon, on leur pardonne tout ça. Justine, une question pour... Oui, moi j'ai une question un peu sur ce sujet-là. Je sens beaucoup de nostalgie, d'émotion quand vous parlez de cette F1 d'hier. Quand on voit, vous êtes journaliste, vous avez vu l'évolution médiatique même et la perception de cette F1. On voit aujourd'hui avec Netflix, Drive to Survive. À quoi elle ressemble la F1 d'aujourd'hui par rapport à celle d'hier? Qu'est-ce qu'elle vous évoque et comment, avec une nouvelle réglementation, cette médiatisation? Je vous sens un peu plus nostalgique de celle d'hier. C'est un grand show. Alors moi, je dis pas c'était mieux avant. J'ai eu la chance de connaître un peu l'avant et c'était des moments formidables. J'aime beaucoup. Je suis toujours aussi. C'est même pas de l'excitation, c'est cette petite boule au ventre au moment du départ parce que je me dis quand même c'est le moment. Quoi. Sur la grille de départ, j'adore et tout ce qui s'est passé avant, etc. Bon, tout ça c'est pas très important. C'est maintenant que ça se passe. Ils vont partir. Ils sont 19, 20 sur la grille et l'idée c'est premier virage. Donc, je ne suis pas nostalgique, mais les choses ont évidemment beaucoup changé déjà d'un point de vue médiatique, vous l'avez dit. On est finalement un peu moins de journalistes de presse écrite et beaucoup plus de télévision, de réseaux, etc. Et si vous voulez,
le rapport au pilote a beaucoup changé. Bon, moi déjà, j'ai plus l'âge de ces jeunes gens, hein, c'est des bébés, et on n'a pas du tout les mêmes centres d'intérêt. Je n'ai plus aucune affinité, pour tout dire, avec les pilotes aujourd'hui. J'aime beaucoup Lewis Hamilton. J'ai vraiment... je ne peux pas m'empêcher quand je vois la course, j'ai envie que ça soit lui qui soit le mieux, qui gagne, etc. Parce qu'il est un petit peu différent des autres. Les autres sont un peu tous sur le même moule, dans leur façon de... Mais voilà, c'est comme ça, c'est leur génération. Disons, pour être honnête, ils m'intéressent un petit peu moins. Je respecte à 2000% ce qu'ils font au volant, mais en dehors de la voiture, je cherche même pas à avoir de rapport privilégié avec eux, parce que ça s'invente pas, on les a ou on les a pas. Hein. Il y en a plein que j'ai vu bébé, hein. Ocon, je l'ai vu, il mesurait 1 mètre, et il avait un casque gros comme ça, orange, comme Schumacher, et c'est devenu une grande asperge. J'ai vu Charles en kart, Charles Leclerc, etc. Lewis vraiment à ses débuts en F3. Enfin bon, vous voyez, c'est des gens que j'ai vus dans les formules inférieures, mais bon, jamais eu de contact privilégié. Je ne peux pas revendiquer aujourd'hui. Aujourd'hui, je n'ai aucun pilote qui est un ami ou un proche. Bon, aucun. Je suis un journaliste parmi d'autres, je les regarde, j'adore voir ce qu'ils font. Et ce qui a changé, c'est qu'aujourd'hui, on a tous accès à ces pilotes d'une manière ou d'une autre, avec la journée du jeudi, où, si on est bien organisé, avec les différentes conférences de presse, on les voit tous de près, on les entend tous. Alors, on a tous la même soupe, la même... on l'assaisonne comme on veut ou comme on peut après, mais on a tous la même chose, on a tous les mêmes paroles, les mêmes déclarations, et on en chope un comme ça, 2 minutes au coin, parce qu'on le connaît un peu, au coin d'un motoron, mais il faut faire vite, parce qu'en général, ils sont en trottinette. Mais il y a plus... alors, avant, ça pouvait être un petit peu le problème inverse, c'est que par exemple, moi j'avais de très bons rapports avec Senna. Je pouvais le voir, discuter avec lui pendant 1 heure, 1 heure et demie sur certains grands prix, sans qu'aucun attaché de presse vienne me dire c'est 10 minutes, hein, maxi. Mais en revanche, par exemple, j'ai jamais discuté plus de 3 minutes avec Mansell, par exemple. Et à chaque fois que j'ai parlé avec Piquet, il racontait n'importe quoi. C'était marrant, mais c'était n'importe quoi. Ça n'a pas changé apparemment. Hein. Voilà. Et c'est à ce niveau-là, mais je ne suis pas nostalgique, mais je pense avoir vécu une période rêvée, quoi, magique. Autre question, Justine. Non, mais du coup, vous avez touché à ce sujet, mais c'était surtout sur l'évolution de votre métier aujourd'hui pour couvrir la F1. Mais dès ce que je vois, c'est qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus cadré, c'est beaucoup plus structuré. Donc, ce qui explique peut-être aussi votre détachement, ou un peu plus cet éloignement aussi en termes de relations. Moins de liberté aujourd'hui. Moins de liberté. Oui. En jeu de mots. On cherche un peu de drama aussi, un peu de... Ouais, piment. le vrai métier, moi, je me sens vraiment comme j'essaye de comprendre ce qui se passe en regardant. Pas forcément en ayant à parler à 12 000 personnes qui vont me dire des choses très différentes les unes des autres sur un même sujet. Donc, j'essaye de comprendre. Mais la difficulté, en plus, aujourd'hui, si je veux faire ce qu'on dit un one-to-one avec Lewis, ça fait 2 ans que je le demande. Bon, il n'est plus chez Mercedes. Maintenant, chez Ferrari, je n'ai même pas demandé. J'en ai eu dans le passé, mais depuis 4-5 ans, ça devient vraiment très compliqué d'avoir un one-to-one. J'ai demandé à voir Adjar là, au Grand Prix d'Autriche. J'ai demandé il y a 2 mois et demi, j'ai toujours pas de réponse. Donc je ne sais pas si je vais le voir en one-to-one. Et alors attention, en one-to-one, je ne vais pas être 3/4 d'heure avec lui, peinard, à discuter le bout de gras. Ça va être 10 minutes, top chrono. Hein. Donc, vous voyez, par exemple, je me souviens d'une des meilleures dans le sens où elle était très agréable pour moi, en dehors de Senna, Prost, etc. Mika Hakkinen, qui a priori n'était pas le plus grand bavard de la création. J'ai eu la chance de l'interviewer à Manicourt, c'était des essais privés. Et donc l'hôtel était juste à côté du circuit. Donc, je vois un peu avec Coton, justement. Il me dit, tu vas le voir à son hôtel ce soir. Oui, bon. Donc, je téléphone à la réception et il me dit, il est au courant. Je téléphone à la réception, la chambre de M. Hakkinen, on me le passe, oui, c'est moi, gna, on est censé se voir. Ah bon, non, je ne suis pas au courant, mais là, je suis au téléphone avec un pote. Bon, ok. Et puis, il me dit, mais bon, rappelle-moi dans 10 minutes. Donc, je rappelle dans 10 minutes. Il me répond, ouais, vas-y, monte dans ma chambre. Je suis resté 1 heure et demie dans sa chambre.
en tout bien tout honneur. Hein. Il m'a parlé de trucs, mais incroyable, quoi. Sa jeunesse, comment il allait à l'école en mono, les vélos à une seule roue, là, les trucs de cirque. Il avait fait l'école du cirque. Pour travailler l'équilibre, il faisait des temps entre chez lui et son école pour essayer de battre son record. Enfin, des trucs qu'on ne peut même pas imaginer que d'un pilote vous raconte ça aujourd'hui, quoi. Donc, en cela, ça a beaucoup changé. C'est aussi un peu ce qui explique mon détachement, parce que je sais que je ne pourrais plus avoir cette approche privilégiée et ces moments incroyables de discussion. Parce qu'au fond du fond, ce qui est fantastique, c'est d'essayer de comprendre. C'est un des rares sports où on ne peut pas se rendre compte de ce qu'ils vivent, de ce qu'ils ressentent. Donc il faut que le mec il soit dans le partage et qu'il explique bien ce que je reprochais un peu à Michael Schumacher, par exemple, c'est ce côté... il était incapable de donner. Je ne veux pas dire qu'il n'était pas généreux, mais de donner de ce qu'il ressentait. J'ai fait des interviews avec lui, je me souviens à Monza, très professionnel, 50 minutes dans le motorhome. Après 50 minutes, il m'a dit, 50 minutes, désolé, je dois reprendre mes essais, mais 50 minutes. C'était génial. Alors, il m'a pas dit des trucs ébouriffants, mais il m'a parlé pendant 50 minutes en me regardant, pas en regardant son téléphone portable, qui n'existait pas d'ailleurs. Voilà, les choses évoluent, changent. Il faut s'adapter. Et je souhaite courage aux jeunes journalistes que vous êtes. Pardon. Ouais. Alors, revenons à notre portrait chinois, parce qu'on a pris beaucoup de retard, mais on prend énormément de plaisir à vous écouter et surtout ouvrir avec vous votre album de souvenirs. J'ai une petite idée, mais que faisiez-vous le 1er mai 1994 ? Alors, le 1er mai 1994, alors on parle du dimanche, hein. Je pourrais revenir 2-3 jours en arrière après, mais j'étais à Imola, bien sûr, j'étais là-bas pour une Libération, et je commentais pour Canal Horizon, en direct. Donc Canal Horizon, c'était l'équivalent de Canal Plus pour l'Afrique francophone, hein. C'était pas, c'est juste 3-4 pays en Afrique francophone. Et c'est pour ça que vous entendiez le soir sur TMC mes commentaires, parce qu'en fait, mon commentaire a été repris pour être diffusé le soir en différé, pour ne pas taper en même temps que TF1. Bon, TF1 avait une toute autre audience, donc c'était pas un sujet, mais enfin, c'était le deal. Donc, je commentais ce Grand Prix de malheur en direct, et quand l'accident s'est produit, et que j'ai vu la tête faire ça, je me suis dit, c'est fini. Je n'ai pas dit, évidemment. Mais j'étais sûr et certain que Ayrton n'était plus avec nous, quoi. Et il y avait la TV Globo dans une cabine juste à côté. Donc, j'étais avec Jean-Paul Renvoisé, qui était mon consultant à l'époque, que vous devez connaître. Et je vais dans la cabine d'à côté à la TV Globo. Il y avait Galvan Bueno, le grand commentateur de la Globo. Il y avait son nom m'échappe, le frère d'Ayrton qui était là, et je lui demande des nouvelles, mais il n'en avait pas trop, il ne savait pas si il avait mal, Ayrton avait quelque chose à un bras ou à la tête, enfin on était dans le flou absolu, les informations étaient dramatiques ou rassurantes, bon, comme toujours dans ces cas-là, mais pour moi c'était fini, quoi. Donc voilà, j'étais là, et justement le jeudi d'avant, il arrivait très tard au circuit parce qu'il avait été présenté un vélo estampillé de sa marque, je ne sais plus où, là, en Italie, un peu plus haut. Et donc, il est arrivé tard. Et je me souviens très bien qu'il est allé dans le stand Williams et son ingénieur, David Brown, je crois, a voulu parler technique avec lui. Il a dit non, je suis fatigué, on en reparle demain. Et moi, j'ai été le voir, je lui ai dit, est-ce qu'on peut s'appeler, parce que je l'appelais longuement, on se voyait longuement en début de saison et en fin de saison. Je dis, je peux t'appeler lundi au Portugal pour qu'on discute un peu, mais il n'y avait pas de problème. Et c'est la dernière fois que je lui ai parlé. Moi, j'ai pris conscience d'une chose, mais bien après, c'est facile de refaire l'histoire, que finalement, on n'aurait jamais dû donner le départ ce jour-là, après le décès de Ratzenberger, parce qu'à partir du moment où il était décédé sur le Grand Prix, sur le circuit, il n'y aurait pas pu avoir de départ le lendemain matin. Oui, le cas s'était déjà produit avec Jochen Rindt en 70 à Monza, en Italie, parce que là, il y a une particularité de la loi italienne qui fait que si
il y a un accident mortel sur un circuit. Restons-en à ce qui nous intéresse, donc les circuits. L'enquête doit commencer. S'il est déclaré mort sur le circuit, l'enquête commence, donc pas question d'organiser la course, etc. Donc c'est pour cette raison qu'effectivement le Grand Prix n'aurait pas dû avoir lieu, ce qu'on a écrit dans l'IB quelques jours après, ce qui a beaucoup agacé Monsieur Mosley, entre autres. Et donc, mais ça avait déjà été le cas pour Jockenrin, qui était évidemment mort sur le circuit, même si on a dit qu'il était mort pendant son transport à l'hôpital. Donc Peterson, encore Monza, c'est un petit peu différent parce qu'il était bien vivant quand il a eu son accident au moment du départ et il est allé à l'hôpital. Il est mort dans la nuit d'une embolie. Mais en tous les cas, en ce qui concerne et la même chose. Non, mais c'est surtout, pardon, ce qu'on a oublié de dire. Le Grand Prix n'aurait pas dû avoir lieu parce qu'il y a eu l'accident de ce pauvre Roland Ratzenberger. C'est ça. C'est ça qui Mm. avait obligé de préciser parce que c'est tellement évident maintenant dans nos têtes qu'il y a eu cet accident terrible le samedi, puis celui d'Ayrton le dimanche. Mais effectivement, le Grand Prix n'aurait pas dû avoir lieu. Mais bon, ça c'est un paramètre qui me paraît un peu abscon. C'est comme ça. Le Grand Prix a eu lieu. Voilà, l'accident s'est produit. J'ai rarement vu. Vous savez, Ayrton avait rien du tout. Il était absolument pas blessé. Il a juste pris un bras de suspension dans le casque et ça a traversé le casque. Si le bras de suspension passe de 10 cm plus à côté, il a rien. Il avait un hématome en bas du dos. C'est tout. Ouais. Terrible. En tout cas, ça nous a tous marqués. Nous, on était un petit peu plus jeunes. On était tous fans et on a vraiment vécu ça terriblement. Je me souviens à l'époque et on a encore tout ému, Laurent et moi, rien qu'à dit penser. On aura l'occasion d'y revenir longuement si vous avez le plaisir de revenir nous voir parce qu'on a plein de questions et plein d'anecdotes à vous demander. So box. On va passer à une rubrique un peu plus souriante, ça s'appelle le quiz F1. Et on salue donc Camille qui nous lâche, mais parce qu'il sait que c'est dommage que tu aurais gagné cette fois-ci, je t'assure, mais tu dois t'en aller. Salut donc Camille. Le quiz F1 spécial cette semaine, place au moment que vous entendez tous, donc ce quiz F1, et cette semaine direction Le Mans pour un quiz spécial consacré aux 24 heures. Et oui, saurez-vous retrouver les pilotes de Formule 1, avec quand même, qui ont aussi triomphé dans la Sarthe. Ils sont moins nombreux quand même, ceux-là. Jackie X est le plus titré. C'est peut-être le plus. On verra plus si dans la liste. Donc 6 questions, 4 indices, pardon, et une question subsidiaire pour départager les meilleurs. Attention Lionel, si vous répondez vous êtes éliminé. Donc il faut répondre à bon escient. Est-ce que vous êtes prêts, mesdames, messieurs? Main sur le volant, casque vissé, ceinture bouclée. On a pu le faire. Un pilote de F1 vainqueur au Mans. J'ai gagné le Mans à 2 reprises sur une Toyota. Kobayashi. Non. À 2 reprises, ça serait pas un certain Alonso? Ben oui, Fernando Alonso, bien sûr. Double champion du monde de F1 avec Renault. J'ai aussi tenté l'Indy 500 pour viser la triple couronne en 20. Il n'est jamais trop tard. Hein. Et pilote espagnol à la longévité phénoménale et exceptionnelle. Il vieillit bien, le petit Alonso. Un autre pilote de F1 vainqueur au Mans. Soyez attentifs. Je suis double champion du monde de F1 dans les années 80. Qui a gagné pardon, j'ai mal lu, j'ai la vue qui baisse. Dans les années 60. Je suis double champion du monde dans les années 60 et j'ai gagné au Mans également. Graham Hill. Graham Hill, bonne réponse de Guillaume qui revient du Labio Vauvert. Je suis le seul pilote de l'histoire à avoir remporté la triple couronne et je suis le père d'un autre pilote de F1 champion du monde et j'ai remporté le Mans en 72. 72 sur Matra. Ouais. Exactement, une écurie française déjà. Un autre pilote de F1 vainqueur au Mans, attention. J'ai gagné le Mans dès ma première participation en 2015. Hülkenberg? Nico Hülkenberg, bonne réponse de Lionel. Je n'ai jamais gagné en F1 en revanche, ni jamais monté sur un podium. C'est dingue hein, quand on pense au talent de Nico Hülkenberg. J'ai gagné au Mans alors que j'étais titulaire en F1.
C'est ce qui est déjà un exploit en question calendrier. Et il pilotait une Porsche à l'époque de mémoire. Nico Hülkenberg, le pilote Kik Sauber. En régie, ça fait combien? Ça fait 8 pour Lionel et 4 pour Guillaume. Bon, Lionel est en tête. Un pilote de F1 vainqueur au Mans. J'ai remporté les 24 heures du Mans en 1978 sur une Renault. On en parlait tout à l'heure. Il a été pilote de F1, c'est tout? Ouais. Pilote de F1 vainqueur au Mans, j'en dis pas plus. J'ai remporté les 24 heures du Mans en 1978 sur une Renault. Ma carrière en F1 a été stoppée. Non, ma carrière en F1 a été stoppée net par un grave accident à Hockenheim en 82. C'est pas Eric Comas, non? J'ai été le rival de Gilles Villeneuve sur Ferrari. Didier Pironi. Bonne réponse de Guillaume. J'ai perdu la vie lors d'une course en offshore. Vous en parlez au présent, il n'est plus avec nous malheureusement, Didier Pironi. Oui, c'est vrai. Mais j'ai remporté. Ouais, c'est passé composé, mais bon, ça ira. Autant pour moi. Didier Pironi, le célèbre pilote de Ferrari, notamment, qui a failli être champion du monde cette année-là. Il a perdu de peu. Un autre pilote de F1 vainqueur au Mans. J'ai remporté 6 fois les 24 heures du Mans entre 69 et 1982. X. Jackie X. Henri Pescarolo? Non, Jackie X. Bonne réponse de Laurent Pantana, célèbre pour avoir marché vers sa voiture en protestation contre les départs en courant sur le circuit du Mans. Vice-champion du monde de F1 à 2 reprises avec Ferrari et je suis un pilote belge. Voilà, Jackie X. En régie? Quand il marche. Quand il marche. Là, je me fais exploser, là. L'image est belle. Ah, vous êtes en tête. En vrai, moi, Pironi, j'avais dit Andretti un peu avant, donc en vrai, moi, ça compte pas. Je donne les points. Bon, je suis honnête. Lâche son point en régie, ça fait combien? En sachant qu'on enlève les points, Guillaume. Ça fait toujours 8 points pour Lionel, 6 points pour Guillaume, selon moi, et 4 points pour Laurent. Il reste une dernière question, une question subsidiaire. Un pilote de F1 vainqueur au Mans. J'ai remporté une victoire au Canada en 2008. Ce ne serait pas Kubica? Eh oui, bonne réponse. Bonne réponse de Lionel. L'année précédente, je suis victime d'une très violente sortie de route au Canada dont je sors miraculeusement indemne. C'est fou, cet accident. Et je suis victime d'un grave accident en rallye Ronde di Andorra près de Gênes, en Italie, en 2011. Et j'ai remporté la semaine dernière les 24 heures du Mans au volant d'une Ferrari. Et comme quoi, donc Camille ne devait pas partir. Bien sûr, Robert Kubica. Victoire de Lionel Froissart. Bravo Lionel. Allez, pour l'honneur, la question subsidiaire. Quel pilote ayant participé à la F1, je dis bien participé à la F1. Il y a 2 questions subsidiaires, alors si je comprends bien. Il n'y en a qu'une. A remporté les 24 heures du Mans à 9 reprises. Chris Nissen? Oui, Tom Christensen, je suis un pilote danois. Chris Christensen, pas Chris Nissen. Ouais. Essayeur en F1, il n'a jamais en fait couru, il a été essayeur en F1 pour notamment Minardi, Tyrrell Williams ou encore Jaguar. 9 fois. Ouais, 9 fois vainqueur, recordman. J'ai été un pilote de développement pour Michelin en F1, j'étais pilote officiel Audi et j'ai été surnommé Monsieur Le Mans du 21e siècle comme un célèbre Jackie X. Encore une fois, bravo Lionel. De mieux en mieux. Allez, on enchaîne avec la Minute Insta. Des morceaux choisis sur les réseaux sociaux. Regardez ce que donnent des pilotes de F1 s'ils étaient des personnages de la série des Simpsons. J'adore celui-là. Oui, Toto Wolff. J'adore. Celle-là, je ne la commenterai pas. Fernando. J'aime trop. Conapide. Sainz, il est trop bien. Et puis, c'était le fait du jour ce week-end. On a un étonnant pilote, regardez, a pris le volant d'une McLaren, c'est sur le circuit des Amériques. Un certain Brad Pitt, regardez. Oh, he spun out. C'est ta queue. Ouais. Il faisait pas semblant, Brad. J'adore. C'est une image paparazzi un peu là. Ouais, c'est une image paparazzi. On n'a pas les droits, vous pensez bien. C'est l'entrée du circuit, c'est la piste de karting qui est à l'entrée du circuit. Ouais. C'est l'avantage des réseaux sociaux, du coup on peut diffuser. Alors vous allez entendre une chose très rare, ce que les pilotes Ferrari ne disent jamais
d'ordinaire lorsqu'ils sont au volant de leur F1. Écoutez. This is nice. It's fast. Whoa, the brake is unbelievable. Brake's really good. It's got good downforce as well, huh? This thing is quick. It's so fast. Comme quoi on peut être enthousiaste au volant d'une Ferrari, les amis. Hein. C'est pas la voiture Lego qu'ils avaient conduite? Non, c'est la dernière Ferrari du moment, la supercar. Ouais. Et puis on a retrouvé votre meilleur ami Lionel, Lance Stroll, qui lui par contre semble un peu perdu, regardez. Oh. Ce garçon est une énigme pour moi, c'est une énigme. Allez, place à vos pronos. Pas que pour vous. Hein. Les pronos avec notre partenaire de cette émission, notre sponsor, il s'agit bien sûr de Winamax. Découvrez la double offre de bienvenue de notre partenaire Winamax qui donne à tous les nouveaux joueurs 2 bonus exceptionnels. Alors le bonus numéro 1, Winamax vous rembourse votre premier pari en cash si celui-ci est perdant dans la limite de 100 €. Et puis Winamax vous offre également 10 € supplémentaires en cash avec le code promo ORLF1. Comment ça marche? Vous déposez 100 € en choisissant le code ORLF1 pour profiter des 10 € supplémentaires. Vous placez votre premier pari et Winamax vous rembourse le montant de celui-ci s'il est perdant dans la limite de 100 €. Vous pouvez vous inscrire et renseigner le code ORLF1 au moment de votre premier dépôt via le lien dans la description en dessous de cette vidéo. N'hésitez pas. Et puis attention, cette offre est réservée uniquement aux nouveaux joueurs. Je vous rappelle que les jeux d'argent sont strictement interdits aux mineurs. Et je vous rappelle également que c'est un jeu et qui ne permet pas de s'enrichir et qui n'est pas une alternative au travail. Un grand merci à Winamax qui sponsorise ce contenu. Alors, quel pronostic pour le Grand Prix d'Autriche? On avait déjà fait la compile de vos pronostics de la semaine dernière. On les écoute. On est chez Red Bull, alors je vais dire Max, Piastri, Russell. Max, Piastri, Russell. Max, Charles, Piastri. Mais qu'est-ce que vous avez tous avec Max? Mais c'est en terre sainte. Allez, je vais faire un truc fou. Allez, Max, Russell, Norris. Hey. Oui, c'est fou. Folie. Norris, qui aurait pu gagner l'année dernière sans l'accrochage avec Verstappen. Donc là, il va gagner. Verstappen, qui va faire 2e. Et allez, sur la lancée, George Russell sera 3e. Toi, tu l'as dit? Ouais. Max. Okay. Moi, je vais mettre Max, Russell et Leclerc, soyons fous. Wow. Bon, il faut que je prenne des risques. Moi, je vais mettre Leclerc. Vous pensez? Moi, je pense pas. C'est mon avis. Oh là là. L'élu, le deuxième élu. Ce serait le moment ou jamais, parce qu'il faut vraiment qu'il rebondisse. Leclerc, Max, Norris. Moi, j'assume. Moi, je garde les pronos. Vous les gardez, les amis? On garde. On garde. On garde. Lionel, alors on attend les votes pour la semaine prochaine. Pour le Grand Prix d'Autriche? Ouais. Alors, je suis très très mauvais en prono, parce que c'est plus, je vais vous donner plus le podium que j'aimerais voir plutôt que le podium Allez, on prend aussi. probable. Donc, je mets un grand-père sur le podium, c'est-à-dire Lewis Hamilton. Je vais le mettre 2e. Devant lui, je vais mettre Oscar Piastri. Et autant que Lewis soit entouré que de genoux, je mets Antonelli 3e. Purée, mon podium idéal, moi je mettrais Lewis en premier, mais ça serait parfait pour moi. Antonelli, les trois là, on est totalement alignés. C'est mes 3 préférés. L'espoir fait vivre. C'est la fin de Refait la F1. Merci de l'avoir suivi. Merci beaucoup Lionel d'avoir pris un moment pour nous rejoindre en visio avec nous. On a hâte de refaire une émission. On a hâte de lire votre livre. Et puis on va lire avec passion votre bouquin, bien sûr. Merci à vous pour votre accueil et ce long moment d'échange, c'était sympa. Merci Laurent, merci Justine, merci Guillaume et on salue. Montrez vos voitures. Oui, montez vos belles voitures que nous vous a offert juste avant le début de l'émission. L'ami Laurent, moi j'ai pas encore ouvert la mienne, il faut que je l'ouvre. Lego. J'espère que c'est une petite Aston, mais bien sûr c'est une Aston. C'est la fin donc de Refait la F1, merci de l'avoir suivi. On se retrouve les amis dès lundi prochain. Pour le grand débrief du Grand Prix d'Autriche. Je vous rappelle que désormais, on refait la F1, c'est tous les lundis. Et pour être prévenu en temps réel de la mise en ligne de l'émission, je vous invite à vous abonner bien sûr à notre chaîne YouTube. On refait la F1 en cliquant sur le petit bouton. Et n'oubliez pas, Justine, le petit pouce. Merci encore pour votre fidélité et à la semaine prochaine. Salut.